où j'ai vraiment été à poil et sans filet, c'est juste après en fait la mort de mon associé. On était au téléphone avant un déjeuner professionnel. On n'a jamais terminé notre conversation. L'année 2020 pour moi c'est la vente de la boîte et la séparation avec ma femme avec qui on était depuis que j'avais 17 ans. Toi, le Covid, c'était anecdotique pour toi. Le projet méritait ça, tu vois, c'est mon sacrifice total. Et quand j'en parle aujourd'hui, je me rends bien compte à quel point c'est fucked up. Mais à l'époque, c'était tellement aligné pour moi. Toi, en tant que mec, tu viens et qu'en fait, tu ouvres la porte à la vulnérabilité et aux émotions. D'un coup d'un seul, tous les autres mecs ont le signal de « Ah ok, c'est bon, on peut en parler, quoi ». J'ai toujours eu la sensation de vouloir le bien des gens avec qui je travaillais, quoi. Ça m'a pas empêché de leur faire du mal. Bienvenue dans À poil et sans filet, le podcast qui met à nu les leaders d'aujourd'hui pour comprendre qui ils sont vraiment. Chaque semaine, je vous partage mes conversations dénudées avec des dirigeants ou des dirigeantes qui m'inspirent. Je suis convaincu que la vulnérabilité est le super pouvoir du leadership et que c'est en comprenant le dessous des cartes qu'on progresse vraiment. Merci à tous pour vos messages d'encouragement et de vous abonner chaque semaine plus nombreux, des antennes à chaque épisode. C'est hyper valorisant pour le travail que je mène. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 sur 5 sur la plateforme de votre choix, Spotify, Deezer, Apple Podcast. Ça nous aide énormément. Merci. Fabrice, je suis ravi de te recevoir aujourd'hui. On s'est rencontrés quand je suis venu faire un détour chez toi dans ta forteresse, dans le 19e. Forteresse. Je suis monté, j'ai grimpé, je suis parti du 17e. Ah oui, c'est pour ça que tu dis forteresse. Oui. Ma tour. Ta tour, là, à Gambetta, là, il a fait que je grimpe à côté du Père-Lachaise. J'étais en sueur en arrivant. Heureusement qu'il n'y avait pas de vidéo dans ton podcast. Là. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'aime pas avoir de vidéo. Tu vois, c'est que les gens peuvent venir, s'ils veulent, ils se mettent tout nus, quoi. Ouais. Ça, c'est ce que tu m'as dit. Tu m'as dit, en fait, j'aime bien le fait que, comme c'est beaucoup sur la vulnérabilité, tes podcasts, quand même, tu aimes bien le fait que les gens puissent se mettre à l'aise sur ton canapé. Voilà, à poil, s'ils veulent. T'en as jamais qui se sont mis à poil, quand même. Non. C'est pas le style, mais en gros, l'idée, c'est vraiment que les gens puissent s'installer comme ils veulent. J'ai des gens qui... Comme en fait, en plus, je les installe dans un canapé, tu vois, là, on est dans des chaises, donc c'est normal, parce que comme on a une caméra, tu vois, il faut que ça soit bien calé. Mais donc, il faut forcément qu'il y ait les gens dans des chaises et tout. Mais on est un peu loin, tu vois. Moi, j'aime bien qu'il y ait un vrai truc de connivence, tu vois, et que les gens, effectivement, puissent se dire, en fait, là, je suis là, et en fait, si j'ai envie de me mettre comme ça, je me mets comme ça, tu vois, parce qu'au bout d'un moment, ça commence à être long et c'est compliqué. Bah, s'il y a de la vidéo, forcément, si je fais ça marche moins bien, quoi. Ouais, d'ailleurs, à l'audio, vous n'entendez plus Fabrice qui Exactement. s'est reculé, qui s'est avaché sur son siège pour nous montrer. Bah oui. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est pas mal. C'est vrai que le fait de... Moi, c'est pas le même projet, quoi. Tu vois, pour moi, c'est pas la même chose. Bah, moi, j'essaie de faire de la vulnérabilité sur le dirigeant. Ouais. Mais c'est vrai que le fait d'être filmé et le fait de devoir toujours un peu rester comme ça, droit, fait qu'il y a, je pense, un temps de lâcher prise qui est un petit peu plus long, qui met un peu plus de temps. Après, bon, tu vois, on utilise tous des techniques pour arriver à ce que les gens se détendent et tout, mais c'est vrai que tu as raison, c'est un peu plus long, un peu plus difficile. Est-ce que tu veux un petit verre d'eau ? Tu m'as proposé beaucoup d'eau la dernière fois, donc je te propose de l'eau aussi en retour. C'est parce que t'es arrivé, t'as fait transpirer de ouf. Ouais, j'étais vraiment transpirant. Je suis passé dans Histoire de Daron. Ouais, si vous voulez l'écouter, je sais pas s'il est encore déjà sorti ou pas. Je sais pas, quand est-ce que tu sors, toi ? Comment ça, quand est-ce que c'est en direct, là ? Non, on n'est pas en direct. Si, ça tourne, là. Non, mais on n'est pas en direct, c'est pas diffusé. Ah non, moi, quand est-ce que cet épisode sortira ? Ça sortira dans un mois, je pense. Ok, bah ouais, a priori, ça devrait être sorti, ouais. Ah ouais, ok, d'accord. Ouais, je te tiendrai au courant. Ok, trop cool. Pas trop cool, je sais pas, j'ai un peu peur que ça sorte en même temps. C'est un peu... Tu m'as fait parler de Paternité, qui est un de tes podcasts, Histoire de Daron, que je recommande à tout le monde, tous ceux qui veulent devenir père en particulier. Ou qu'ils sont, déjà. Ou qui le sont déjà. Ça peut aider aussi, je crois. Ça peut aider aussi. Bon, alors du coup, je vais utiliser mon petit prompteur pour te présenter. Voilà, Fabrice, parce que j'ai écrit une petite intro rapide. Donc Fabrice, tu as passé 7 ans au sein du groupe Pimki. Voilà, Pimki, c'est c'est quoi, c'est les culottes ? Ah non, c'est des fringues à la base. Bon, je sais même pas s'ils font des culottes, s'ils font la lingerie, mais en tout cas, à l'époque, ils en faisaient pas. Non, tu confonds avec Undies. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Donc qui appartient au groupe Etam, Undies, mais donc qui est concurrent de Pimki. Mais non, Pimki, pour le coup, c'est vraiment des fringues... c'est un groupe qui existe depuis, je sais pas, depuis les années 70, quoi. C'est des fringues un peu roses et tout, non ? En fait, je sais pas, je crois que tu confonds peut-être avec Jennifer.
qui avait une enseigne rose aussi. Arrête de dire que je confonds, je ne confonds pas. Non, mais c'est pas des fringues roses. Enfin, tu vois, c'est juste des fringues pour les meufs. Mais non, mais parce que tu sais, c'était un peu Kikoulol, quoi, au début. Non, c'était pas un peu ça Ouais, l'image que c'est j'avais. qu'en fait, c'est l'image que pas mal de gens, de gens en avaient, en fait, alors que en vrai, ça brassait. Je sais pas où ça en est aujourd'hui, tu vois, parce que je suis parti il y a longtemps, en 2005. Mais à l'époque, ça brassait vraiment plein de gens, plein de générations. Donc non, c'était pas aussi Kikoulol que Kikoulol. Ça faisait longtemps que j'avais plus entendu cette expression. Bah, ce qu'on disait, on est des vieux. Hein. Toi, t'as 47 ans, moi j'en ai 32, mais quand même, on est quand même déjà des vieux. Donc toi, tu as commencé ta vie professionnelle en tant que responsable web. Et donc, tu as fondé en 2005 après Mademoiselle. En tant que webmaster, tu vois, à l'époque. C'est-à-dire que c'est un métier qui n'existe même plus, mais à l'époque, c'était en gros un métier un peu touche à tout où tu savais faire un peu tout, quoi. Tu savais un peu coder, tu savais un peu faire du graphisme, tu savais un peu animer aussi le site internet, faire de l'animation de communauté. Ouais, c'était il y a longtemps. Hein. Ouais, c'est un métier qui est c'est un des premiers métiers du web. 1.0. Ouais, c'est ça, avant la crise, quoi. Vraiment, juste après pour le coup. Donc, tu as fondé ensuite Mademoiselle, qui est un média féminin dédié notamment aux jeunes femmes entre 18 et 25 ans. Ouais. Donc, tu vas nous dire aussi pourquoi je suis très curieux de savoir, parce que tu travailles beaucoup sur la question du genre en réalité, parce que tu as travaillé sur Mademoiselle pendant 15 ans, et puis après, maintenant c'est histoire de mec, histoire de daron, histoire d'argent qui est un peu différent. Donc, on va en parler. Ça parle de genre aussi. Ça parle de genre aussi. J'imagine. Non, il y a plein de questions intéressantes. Donc, c'est devenu assez rapidement le leader français sur ce public. Donc c'était un pure player qui était d'ailleurs 100% autofinancé. Ouais. Tu l'as jamais levé. Bootstrappé. Ça n'existait pas à l'époque, le terme bootstrappé. Ouais. J'ai jamais levé d'argent, non. Jamais levé d'argent. Ouais, on en reparlera, mais ça venait aussi de ma peur de mes projections sur l'argent que j'avais à l'époque. Et en fait, pour moi, le fait de faire rentrer un investisseur à l'époque, c'était perdre le contrôle de ma boîte. Et pour moi, le plus important, c'était de garder le contrôle de mon projet, quoi. Ah bah génial, on va en parler. Et d'ailleurs, vous étiez monté jusqu'à combien de salariés à peu près en fait, quand j'ai quitté, on était entre 30 et 35, je crois. D'accord, quand même. Donc ça devait faire 4 ou 5 millions de chiffre d'affaires, quand même. Bah, un peu moins. On était plutôt autour de 2, mais justement, ça fait partie des... D'accord. Ça fait aussi partie des questions, c'est qu'en fait, je sous-payais tout le monde et je me sous-payais moi en premier. D'accord. Parce que j'avais tellement peur de manquer d'argent que l'objectif... Alors, tout le monde avait un contrat, mais en fait, tout le monde était payé au SMIC ou quasiment chez Mademoiselle, quoi. D'accord. Parce que moi, je flippais d'augmenter les gens, de payer les gens, de manquer de trésorerie. Enfin bref, ça a été un délire, quoi, vraiment. Ok. Effectivement, parce que le ratio 35 2 millions, c'est sûr que vous avez dû en effet tirer sur les coups, quoi. Ah, mais énorme. Forcément. Ouais. Donc, tu as revendu le média en 2005 et tu as quitté tes fonctions de PDG en juillet 2020 en faisant une lettre assez touchante d'ailleurs à tes lectrices. Et puis, tu as décidé de devenir producteur de podcasts à plein temps. Et donc là, tu as lancé progressivement 3 podcasts qui font à peu près aujourd'hui 2 millions d'écoutes par an, si je ne me trompe pas. Ouais, à peu près, ouais. Donc c'est quand même, tu vois, moi qui me suis lancé dans ce game de podcast, c'est très impressionnant. Donc il y a Histoire de Daron qui parle de parentalité. Il y a Histoire de Mec qui parle de masculinité. Ceux-là, je les avais lancés à l'époque de Mademoiselle, déjà. D'accord. Je suis reparti avec sous le bras, mais en gros, ouais, je les avais lancés entre 2017 et... Je les avais lancés en 2017. Histoire de Mec et Histoire de Daron. Histoire de Daron, c'était mon projet. Histoire de Mec, c'était un projet qu'on avait lancé avec la rédac chef à l'époque de Mademoiselle, qui s'appelait The Boys Club. Et en fait, elle animait le truc parce qu'elle voulait faire parler des mecs. Et moi, je co-animais. En fait, au bout d'un moment, elle avait un peu fait le tour. Et elle m'a dit, continue si tu vends la boîte, en fait, reprends le podcast avec toi et fais un truc entre mecs, en fait. Et j'avais trop peur. Mais si tu veux, on en reparlera parce qu'on va parler de masculinité. Ah, mais bien sûr. Oh là mais là. ouais. Ok. Et le petit dernier bébé, par contre, c'est Histoire d'argent. Ouais. Voilà, dont on va discuter et qui est surtout très important pour toi aujourd'hui puisque tu as décidé de devenir coach dans la relation à l'argent. Voilà, donc c'est un sujet sur lequel tu t'es formé, notamment avec le spécialiste qui s'appelle Christian Junot. Ouais. Voilà, qui est un Suisse, comme tous les Suisses, il parle d'argent. C'est un banquier, un ancien banquier suisse. Un ancien banquier suisse. D'ailleurs, un épisode que tu as fait, qui est un des premiers que j'ai écouté, c'était le premier, en fait, Histoire d'argent, qui est très intéressant. Bon, c'est effectivement une éminence de la question. Ouais. Voilà, et donc tu proposes maintenant du coaching aux gens qui veulent transformer leur rapport à l'argent, donc des entrepreneurs, mais pas que, d'ailleurs. Non. Ça s'adresse à tout le monde, c'est ça ou... Il y a aussi des salariés. En fait, l'idée, c'est vraiment de réfléchir un petit peu à ce que tu viens projeter, toi, sur l'argent en tant qu'humain, et de partir d'un principe simple, c'est qu'en fait,
l'argent, c'est juste un moyen de transaction à la base, donc c'est neutre. Et nous, en tant qu'humains, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? C'est de projeter plein de choses qui ont strictement rien à voir avec ce moyen de transaction. Euh, et donc, il y a plein d'inconscients. Il y a plein de choses inconscientes derrière qui sont trop intéressantes. En fait, moi, une fois que j'ai découvert ma propre relation à l'argent, découvert à quel point ma relation à l'argent était flinguée, alors que je croyais qu'elle était super, puisque avant ça, j'avais géré pendant 15 ans une boîte qui était tenue au cordeau, justement, tu vois, qui était rentable pendant toutes ces années et tout. J'imaginais pas que j'avais une relation à l'argent aussi pétée. Mais bien sûr qu'elle était pétée, ma relation à l'argent, comme plein de gens ont une relation à l'argent qui est vraiment défectueuse d'une manière générale. J'ai trouvé ça incroyable comme sujet. Il y a plein de choses derrière. Une fois que tu ouvres cette boîte de Pandore de la relation à l'argent et que tu arrêtes de regarder juste le truc comme un moyen de gagner de l'argent ou tu vois, d'investir ou je sais pas quoi, d'aller chercher ce qu'on vient y projeter, c'est passionnant, quoi. Ouais, mais j'en doute pas. Ça va être, non, ça va être un très gros sujet. On va parler d'argent. Peut-être que tu me feras un coaching en live, on ne sait pas. Non, mais ce serait intéressant que tu me poses peut-être Si tu veux. les 2 ou 3 questions, tu vois, que tu poses en premier aux gens pour Si voir tu ce veux. que ça pourrait être rigolo. Et puis, du coup, tu as aussi 2 newsletters aujourd'hui que tu continues à porter. Donc, la première qui parle de parentalité et de masculinité et d'entrepreneuriat. Ouais. Et puis la deuxième qui est 100% dédiée À la au sujet relation de à l'argent. l'argent. Voilà. Donc, suivez notre ami Fabrice Merci. sur ses différents médias. Ouais, n'hésitez pas, c'est super. Moi, c'est quelqu'un que je vous dis, je l'ai découvert d'abord en écoutant ses contenus, et puis maintenant, je suis content d'avoir pu te rencontrer en vrai et de commencer cette relation. Merci pour ton en vrai. invite, c'est cool. Avec plaisir. Écoute, du coup, j'entame ma première question, celle que je pose à tous mes invités. Et du coup, c'est quand la dernière fois, Fabrice, que tu t'es senti à poil et sans filet? Ouais, alors tu m'as dit, j'aimerais bien que tu me répondes autre chose que tout le temps, parce que, en fait, j'imagine à quel point les gens qui viennent à ton micro, qui sont entrepreneurs, ils ont la sensation d'être à poil et sans filet en permanence, parce que ça fait aussi partie de, je veux dire, l'idée intrinsèque de l'entrepreneuriat, quoi. C'est que tu sautes dans le vide et en fait, en permanence, tu sautes dans le vide, quoi. Donc, c'est que des sauts dans le vide. Donc, ça n'a pas été facile, mais en fait, parce qu'il y a plein de moments où je me suis retrouvé à poil et sans filet. Déjà, de base, je viens d'un milieu plutôt modeste, tu vois. Moi, mon grand-père, il était ouvrier dans le textile et mon père a été salarié toute sa vie. Mes parents n'ont pas fait d'études, en tout cas pas fait d'études supérieures, tu vois. Ils se sont arrêtés au CAP. Et donc, en gros, l'idée de monter une boîte, moi, en tant que petit gamin qui venait du nord de la France, tu vois, c'était déjà complètement dingue. Et en même temps, c'est toujours été mon drive, quoi. C'est toujours été un truc que je voulais faire depuis que je suis tout gamin. Je me suis rendu compte, j'avais monté une association quand j'avais 15 ans pour pouvoir faire de la communication, bref. Avant de monter une boîte, parce que j'avais peur de monter une entreprise. À l'époque, c'était pas aussi simple que ça, tu vois. C'est encore une façon de dire, je suis carrément vieux, quoi, tu vois, je suis un peu le père Fouras. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui ont changé, qui ont été simplifiées pour les gens qui veulent monter leur boîte. Donc, tu vois, déjà, il y avait cette vraie volonté de me dire, OK, j'ai envie d'être à poil et sans filet et de sauter dans le vide. Et quand j'ai dit à mon père que je quittais mon CDI, et à l'époque, il n'y avait pas de rupture conventionnelle, il n'y avait rien du tout, tu vois, pour monter ma boîte, il m'a dit, mais en fait, t'es fou, quoi, mec, tu quittes ton CDI pour monter une entreprise, et tu vas faire quoi? Tu vas monter un truc pour les meufs? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu vois, je lui disais en plus, ouais, je vais monter un média web. Il était là, il est zinzin, lui, qu'est-ce qu'il fait? Mais donc, ouais, pendant 15 ans, j'ai vraiment eu cette sensation d'être à poil et sans filet en permanence. En revanche, si je dois m'arrêter à un moment où j'ai vraiment été à poil et sans filet, c'est juste après en fait, la mort de mon associé. En gros, mon associé est décédé subitement d'un arrêt cardiaque en février 2019. On était au téléphone avant un déjeuner professionnel que j'avais. Lui, il était à Lille et moi, j'étais à Paris. Et on était en train de parler d'un truc. On n'a jamais terminé notre conversation, en fait, parce que je lui ai dit, écoute, là, j'ai mon déj, j'arrive à mon déj, je te rappelle juste après. Et en fait, pendant le déjeuner, il est décédé. Mon Dieu. Arrêt cardiaque. Il avait, tu vois, 15 ans de plus que moi. Donc, à l'époque, il avait 56 ans. Et en gros, ça a été un mec que j'ai rencontré quand j'avais 20 ans, qui a été un peu ma figure paternelle, tu vois, ma figure paternelle qui m'a un peu propulsé dans l'âge adulte. En fait, à la base, c'était mon boss chez Pimki, que j'ai rencontré après mon entrée en plus, parce qu'il est arrivé, je sais pas, peut-être 6 mois, 1 an après que je sois rentré. Et en fait, ça a tout de suite fonctionné entre nous, quoi. Tu vois, j'avais
trouvé quelqu'un avec qui ça matchait. On est très vite devenu, il est devenu mon patron très vite. Et puis après, c'est devenu un ami. Nos femmes ont monté leur boîte ensemble. Sa fille aînée est devenue la marraine de ma fille aînée. Et puis on a monté Mademoiselle ensemble. En fait, en gros, moi j'ai lancé Mademoiselle. Et quelques mois plus tard, lui, il était encore salarié. Moi, j'avais quitté Pimkie. Il était encore salarié chez Pimkie, lui. Et je lui avais demandé, en fait, de venir travailler avec moi parce qu'en fait, c'était chouette, en fait, de bosser ensemble. Et donc, ce mec m'a vraiment, c'est ça, propulsé dans la vie adulte, quoi. Et ça a été un peu une deuxième figure paternelle. Et il est mort comme ça, en 10 minutes de temps. Et en fait, là, franchement, à poil et sans filet, là, j'y étais, quoi. C'est-à-dire que, ok, donc, en gros, il n'était pas spécialement très opérationnel dans la boîte au quotidien, tu vois, mais en fait, c'était justement le gars que j'appelais pour venir déverser tous les trucs que j'avais envie de dire et que je pouvais dire à personne d'autre dans la boîte, quoi. Donc, il était un peu mon Jiminy Cricket, quoi, tu vois, à plein d'aspects. Il était mon miroir aussi. C'était un mec qui avait 15 ans de plus que moi, qui avait plus d'expérience, qui avait eu des expériences entrepreneuriales avant moi. Donc, il m'a aussi appris à devenir entrepreneur. Et en fait, le fait qu'il meure comme ça en 10 minutes, tu vois, il n'a jamais eu d'alerte cardiaque auparavant, quoi, tu vois. Il picolait beaucoup, il fumait pas mal, il mangeait beaucoup trop de saloperies, tu vois. Donc je me disais, bon, ok, un jour ou l'autre, il va revenir, il aura un cancer du poumon, un truc comme ça, tu vois, ou un cancer de la gorge, un truc de fumeur. Mais en fait, non, il est vraiment décédé en l'espace de 10 minutes. Et ça m'a perdu, en fait. C'est-à-dire que ça a été vraiment un choc incroyable. Je me suis retrouvé tout seul, tu vois, et tout seul, à poil, comme tu disais, à poil et sans filet. J'étais là, mais en fait, qu'est-ce que je fais sans lui ? Et ça a été d'ailleurs la première fois où je me suis fait coacher, tu vois, par rapport au boulot, parce que j'étais tout seul. En fait, j'avais besoin d'avoir quelqu'un à un moment donné avec qui je puisse interagir. Et c'était chouette, en fait, ce moment, parce que ça m'a vraiment déjà appris à prendre conscience que je pouvais m'en sortir sans lui, en fait. Et que finalement, fondamentalement, effectivement, je l'appelais tous les jours et qu'en fait, il avait à chaque fois des bons conseils. Il faisait un excellent miroir pour moi. Mais le truc qui était important aussi, c'est de me rendre compte qu'en fait, cette boîte, je l'avais aussi fait tout seul et qu'il était là avec moi, certes, à mes côtés, mais qu'en fait, opérationnellement, la plupart du temps, j'étais tout seul et que c'est moi qui gérais les trucs. Qu'est-ce qui était le plus dur là-dedans ? C'était le fait de perdre un ami ou c'était le fait de perdre un associé ou... Les deux, hein. De perdre un associé, de perdre un ami, En fait, j'ai vraiment eu l'impression de perdre mon père. C'est-à-dire que mon père, aujourd'hui, il est toujours vivant, il a 75 ans. Mon père m'a rendu un immense service sans le vouloir. C'est que mon père a toujours eu peur de la mort. Il a perdu son père très très jeune, quand il avait genre 30 ans, avant de m'avoir. Et ça a été vraiment douloureux pour lui. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as écouté, on a fait un épisode d'Histoire de Daron ensemble avec mon père. Ah, je l'ai pas écouté, au tout début du podcast, hein, donc vraiment 2017-2018, où on parle de ça, tu vois. On parle justement de la mort de son père. En fait, il s'écroule en larmes 40 ans après la mort de son père. Je suis étonné, tu vois, au micro, qu'il ait autant d'émotions 40 ans plus tard par rapport à la mort de son père. Et donc si ça t'intéresse, va écouter, parce que c'est vraiment intéressant. Et moi, je découvre en fait que, ok, mon père n'a pas fait le deuil de la mort de son père qui s'est passé il y a 40 ans. Mais il m'a rendu un service quelque part, parce que il a toujours été convaincu que, comme son grand-père était mort à 53 ans, que son père était mort à 51, lui, il allait mourir à 49. Mon père était comptable. Donc lui, tu vois, la loi des chiffres, ça trompe pas. Donc toute ma vie, j'ai entendu dire mon père, ok, moi je vais mourir à 49 ans quoi qu'il arrive. Oh, c'est dingue. C'est dingue. Mais en fait, moi je me rendais pas compte. C'était juste, ok, mon père il va mourir à 49 ans. Et un jour, mon père a eu 50 ans. Alors je l'ai vu arriver à 49. Il a dû faire une gueule le jour de son anniversaire. À 40 ans, il était en colère de ouf, en fait, parce que j'ai pas compris sur le moment. Mais aujourd'hui, je comprends mieux, tu vois, parce que moi, j'avais 10 ans, quoi, tu vois, à l'époque, il m'a eu à 30. Il me disait, ouais, ok, c'est ma dernière... Je crois qu'il se disait, c'est ma dernière décennie. Et en gros, à 50 ans, j'ai vu mon père renaître. Mais si tu veux, dans ma tête, c'est fou. Mon père est mortel depuis que je suis tout petit. C'est-à-dire que mes parents vont mourir. Tu vois, quand je rencontre des gens, des adultes, qui n'ont pas conscientisé qu'en fait leurs parents allaient mourir, ça m'étonne toujours un peu. Je suis là, si, en fait, tes parents vont mourir, et j'espère en tout cas qu'ils vont mourir avant toi, quoi. En revanche, ce que je n'avais pas capté, c'est que Denis, donc mon associé Denis, pourrait mourir aussi jeune et aussi vite.
Et moi, ça a fait un reset dans ma vie, quoi. Dans ma vie et dans la vie dans la vie de mes filles, parce qu'en fait, elles le côtoyaient beaucoup, dans la vie de ma femme. Et en fait, ça m'a amené, bon, déjà à me faire coacher, ça m'a amené à décider de vendre la boîte quelques mois plus tard, ouais, l'été 2019. Et ça nous a amené avec ma femme à nous séparer. Donc l'année 2020, pour moi, c'est la vente de la boîte que j'avais depuis 2005, donc depuis 15 ans, et la séparation avec ma femme, avec qui on était depuis que j'avais 17 ans. Toi, le Covid, c'était anecdotique pour toi. Ah ouais, j'ai passé ma meilleure vie au Covid. C'était très bizarre, mais il y avait un truc. Ouais, t'avais pris des décisions tellement fortes. Il fallait changer, quoi. C'était l'année du changement. Et en fait, je voyais tous les gens autour de moi qui allaient pas bien. Et en fait, moi, étonnamment, j'étais dans un truc de renouveau, quoi. Et de renouveau et surtout d'élan de vie. Tu vois, par rapport à mon pote là qui est mort. Il y avait un vrai truc en fait, non, mais moi j'ai envie de vivre, hein, et j'ai envie de vivre ma vie, et j'ai envie de bien la vivre. Et en fait, ça faisait quelques années que c'était dur pour moi à la tête de Mademoiselle, et je crois que l'un des trucs qui me tenait, c'était, en fait, il faut que je tienne. Pourquoi il faut que je tienne? Je savais même plus trop, en fait, fondamentalement. Et en fait, quand le gars est mort, je me suis juste dit, mais pourquoi je me fais chier, moi, en fait? Parce que vraiment, je peux mourir en 10 minutes dans mon canapé, comme lui est mort, sur l'heure du déjeuner, alors qu'on n'a même pas terminé notre conversation, on ne s'est même pas dit au revoir. Enfin, ça n'a aucun sens. Donc, ouais, ça a été c'était un point de bascule, en fait. Ça a été un point de bascule, effectivement, puisque en fait, ça t'a permis de réaliser la brièveté de la vie et le fait qu'effectivement, un peu comme ton papa, peut-être ça est renaquis à 49 ans ou à 50 ans. C'est qu'en fait, oui, il faut vivre ça. Comme on dit, notre deuxième vie commence quand on réalise qu'on n'en a qu'une. Exactement. J'adore cette phrase. Ouais. Et... mais alors, ça veut dire aussi que probablement, est-ce que tu t'es oublié, tu vois, pendant toutes ces années? C'est-à-dire, est-ce que, tu vois, que ce soit la relation avec ta femme, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui nous écoutent parfois, qui sont dans des situations où on reste dans une relation parce que c'est automatique, parce que c'est l'habitude, parce que c'est facile. On reste dans un job parce que c'est la même chose. Est-ce que c'était ton cas? Et est-ce que tu t'en serais rendu compte sinon, tu penses? Mais avant ça, une dernière chose. Je remercie notre partenaire Magma. C'est une des meilleures newsletters business que je lis tous les vendredis. Elle est propulsée par Orso Media. La newsletter Magma, elle centralise du contenu d'experts pour trouver ta prochaine idée de boîte en détectant des tendances de marché. J'aime beaucoup les rubriques sur, par exemple, les opportunités de marché cachées ou les idées de produits e-commerce ou de startups qui fonctionnent à l'étranger que vous pouvez reproduire. Et Magma, c'est aussi une communauté avec des groupes WhatsApp pour s'entraider, pour recruter ou pour tester des nouveaux produits. Ils ont plus de 1500 abonnés déterminés, plus de 230 éditions et plus de 700 sujets traités qui vont des objets qui s'auto-rechargent à l'investissement boosté à l'IA en passant par la création de contenu faceless. Voilà, ils ont surtout des lecteurs connus comme Jean de la Roche-Brochard, Mathieu Stéphanie ou Xavier Niel. C'est payant, évidemment, mais comme on dit, you pay peanuts, you get monkey. Alors abonnez-vous en profitant de mon code Bootstrap50 qui vous offre 50 € de remise annuelle sur la première année. Merci. Non, je crois vraiment qu'avec ma femme, on s'est rencontrés quand j'avais moi 17, elle avait 15 ans. On a fait des enfants, on a monté des boîtes chacun de notre côté, on a été vers des vrais partenaires, quoi, et des vrais partenaires au sens très beau du terme, quoi, tu vois. On a vraiment été main dans la main, on a créé tout ça. En fait, elle m'a beaucoup aidé sur Mademoiselle à l'époque, elle m'a filé des coups de main par rapport à, tu vois, notamment tous les aspects administratifs, notamment au début de la boîte, parce que je galérais, j'étais incapable de faire ça, j'avais pas envie de le faire, c'était compliqué, alors qu'elle, elle adorait ça. Et à côté de ça, elle était en train de monter sa boîte, j'ai filé un gros coup de main, j'avais monté un site internet. Elle a monté sa boîte en 2004. En gros, son agence, elle avait déjà un CMS, alors que le système même de CMS n'existait pas. Juste, j'avais développé tout un truc pour qu'elle puisse rentrer les annonces de sa boîte et tout, de son agence, bien avant que ça existe, quoi. Donc, et on a énormément partagé de choses, tu vois, par rapport à ça. Mais c'est vrai que, en fait, après le décès de mon ami, et pour elle aussi, en fait, ça a été un vrai choc. Tu imagines, on se connaissait depuis qu'on était tout gamin. Elle s'était associée avec son ex-femme parce qu'entre-temps, ils avaient divorcé eux aussi. Donc, ça a été un vrai truc. Et je crois juste qu'à un moment donné, on s'est retrouvés en se disant, est-ce qu'on a envie de passer notre cinquantaine ensemble ou pas? Et franchement, il y avait plus d'élan, quoi. En tout cas, moi, de mon côté, il n'y avait plus d'élan. Et je crois qu'elle aussi, tu vois, on s'est vraiment séparés d'un commun accord, vraiment en se disant, bon, bah ok, en fait,
on a terminé notre histoire. Et ouais, en fait, les divorces sont pas obligés de se passer dans le sang. On a fait un podcast avec mon ami qui s'appelle Mayua sur le divorce, justement. On racontait nos... Il y a un podcast sur le divorce. Ouais, qui Il y s'appelle a vraiment Deuxième... des podcasts sur tout, c'est On énorme. a fait un podcast en 6 épisodes qui s'appelle Deuxième vie après le divorce, où on vient partager la façon dont on a l'un et l'autre vécu notre séparation, notre divorce. Et c'est hyper important aussi de venir dire qu'il y a moyen de se séparer, de bien se séparer, ce qui n'empêche pas les vagues, ce qui n'empêche pas les prises de tête, ce qui n'empêche pas plein de choses. Mais en attendant, de ne pas être obligé juste de vouloir exécuter l'autre, quoi, parce que d'une manière ou d'une autre, on n'est plus bien ensemble. Donc non, il n'y avait pas vraiment d'oubli. En revanche, sur ma boîte, là, clairement, en fait, moi, j'étais dans une forme de sacrifice total par rapport au projet, quoi. Et le projet était tellement beau, était tellement fort, était tellement puissant. Enfin, Mademoiselle, comme tu disais, ça a été... C'est un leader, c'est même moi je connais, tu vois. Ça a été un leader, mais ça a été aussi un vrai phare, je trouve, à un moment donné, par rapport à plein d'idées. On a été en avance, tu vois, sur toutes les idées féministes. Tu vois, moi, je reçois encore aujourd'hui des messages de nanas qui peuvent avoir 35 ans et qui me disent merci, en fait, d'avoir créé Mademoiselle, parce que moi, ça m'a vraiment aidé, ça m'a éduqué à devenir la femme que je suis aujourd'hui, quoi. Donc, ça a été vraiment fort et puissant pour plein de gens et pour toute une génération de femmes, des hommes aussi, parce qu'il y avait des mecs qui lisaient, qui écoutaient, qui regardaient. Mais donc, ouais, disons que j'y avais mis toute mon âme, moi, tu vois, dans ce projet. Pour moi, c'était moi, quoi, tu vois. Enfin, c'était moi. C'était pas moi dans le sens où je l'ai pas appelé Fabrice Florent, quoi, tu vois. Mais je sais aussi que ça a été... j'y ai mis tout mon cœur, j'y ai mis toute mon âme, j'y ai mis plein de choses. Et en fait, au nom de ça, ça nécessitait un sacrifice de tous les instants, de tous les jours, de tous les moments. Et globalement, même par rapport, tu vois, à mes salariés, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand les gens commençaient à montrer peut-être des marques de démotivation, etc. En fait, moi, je leur disais, mais il faut que tu partes, en fait. Tu vois, Mademoiselle mérite que des gens qui sont au top et qui sont au top du game, quoi, tu vois, et qui ont envie d'y être. Certes, c'est hyper intéressant parce qu'il y a plein de choses qui sont intéressantes à vivre dans cette boîte, mais fallait y être à fond. Et donc, ouais, j'ai eu tendance à venir dire aux gens, à les pousser un peu, tu vois, parfois à regret, mais aussi... parce que fondamentalement, il y avait un truc important pour moi, c'était en fait, si tu viens, il faut que tu sois au top. Si tu viens, il faut que tu sois au top. Et en gros, en me disant, en fait, le jour où ça sera mon cas, le jour où je sentirai que je suis plus au top, pour faire en sorte de leader ce projet, en fait, je m'en irai aussi. Et c'est exactement ce que j'ai fait, en fait. Tu vois. À quel moment tu penses que tu t'es oublié c'est parce que c'est un classique, je trouve, chez les dirigeants, si tu veux, d'être dans un mode automatique où la performance prend le relais, où du coup tu as parfois aussi confondu ton identité avec celle de l'entreprise. Et là, j'ai une amie en ce moment-là, tu vois, qui est même en burn-out, parce qu'en fait, ça fait 3 ans qu'elle travaille en plus sur les mauvais sujets, elle travaille sur de la finance, l'opérationnel, c'est une grande créative, parce que c'est l'effet bon élève, tu vois, c'est souvent... Dans l'entrepreneuriat, notamment à Paris, c'est beaucoup de gens qui ont fait des grandes écoles et qui, du coup, ont été habitués des petits à être le premier de la classe, quoi, tu vois. Et donc, il y en a beaucoup qui s'oublient. Toi, c'est arrivé à quel moment, tu penses? Moi, j'ai pas fait de grandes écoles, j'ai pas du tout été habitué à être le premier de la classe. En revanche, il y avait un truc qui était sûr, c'était que en fait, ce projet était tellement beau qu'il nécessitait l'intégralité, comme je disais, vraiment mon âme, ma vie. Il fallait que je... En fait, le projet le projet méritait ça. Tu vois, c'est mon sacrifice total. Et quand j'en parle aujourd'hui, je me rends bien compte à quel point c'est fucked up. Mais à l'époque, c'était tellement aligné pour moi. J'ai raté la plupart des moments de vie, tu vois, des moments de vie avec mes filles, parce que en fait, juste j'étais dans le boulot, quoi. Je crois que le moment où je me suis oublié, c'est le moment où on a ouvert les bureaux à Paris, parce qu'en gros, la boîte a démarré à Lille. Très vite, je me suis rendu compte que ça pouvait pas marcher en fait de créer un média d'envergure nationale à Lille. C'est qu'en fait tous les gens viennent te voir comme un média régional, quoi. En tout cas à Paris c'était le cas à l'époque, avant le Covid, etc. Enfin, il y avait un peu ce truc de dédain de tout ce qui se jouait en dehors de Paris. Et donc je me suis dit assez rapidement, il faut que j'ouvre des bureaux. Ça nécessitait de l'argent, ça nécessitait plein de projets, ça nécessitait des sacrifices aussi de travail. Donc
et de vie aussi, tu vois, parce que ma famille restait là-bas. Ma femme, à l'époque, avait monté son entreprise, son agence immobilière dans le quartier. Donc, si tu veux, il n'était pas non plus question de se barrer, de déménager, parce qu'elle avait bossé pendant toutes ces années-là pour créer son réseau sur le quartier. Et donc, assez rapidement, je crois 2012, je me suis dit, OK, il est temps de lancer la boîte. Et en fait, le fait d'être venu à Paris, la boîte a explosé. Ça a exactement fait ce que je pensais que ça allait faire, c'est-à-dire de remettre Mademoiselle au centre du game des médias, quoi. D'ouvrir des bureaux. En fait, très vite, je sais plus, j'avais pris un petit appart, tu vois, de 30 mètres carrés à l'époque. Très vite, on s'est retrouvés avec trop de gens dedans. J'ai trouvé des bureaux dans le même immeuble qui faisait 130 mètres carrés. 2 ans plus tard, je me suis dit, OK, il y a un étage en dessous, je vais le prendre aussi. J'ai eu un peu la folie des grandeurs, tu vois, à un moment donné, de me dire, OK, j'ai besoin d'espace, il y a besoin d'avoir plus de monde, parce qu'en fait, ce projet mérite. En attendant, ça a fait monter les charges à toute vitesse. À l'époque, je ne le savais pas, mais moi, avec ma peur de manquer de l'espace d'argent, franchement, je me suis foutu tout seul dedans. Et en fait, je suis devenu le gestionnaire. Je suis devenu le gestionnaire de la boîte, je suis devenu le patron de la boîte, alors qu'en fait, le seul truc que je voulais, c'était d'être à la rédaction en chef, tu vois, de m'occuper du média, de m'occuper du contenu. Et très vite, en plus, il y a eu ce truc où ça devenait de plus en plus bizarre d'être un mec de 35 ans à la tête d'une boîte avec en grande majorité des femmes, d'une rédaction avec en grande majorité des femmes, alors qu'on prenait des idées féministes, etc. Moi, ma place, elle était où, quoi ? Ma place, elle était forcément à la direction de la boîte. Et donc, à la direction de la boîte, ça veut dire à la gestion de la boîte. Trop cool, c'est trop bien. Je me suis amusé pendant un petit temps à vendre des OP, à faire en sorte de m'occuper de la direction commerciale, à m'occuper un petit peu, à chapeauter, tu vois, à créer aussi un râteau avec des managers, des manageuses. Donc c'était chouette, je leur ai appris à manager, je leur ai appris plein de choses. Mais en attendant, moi, j'y retrouvais plus mon compte. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai créé le podcast Histoire de Daron, tu vois, en 2017. En fait, ça t'a permis de retrouver une flamme. Exactement, une bulle, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui me manquait, c'était l'envie des débuts de pouvoir avoir une idée le matin et de pouvoir la sortir le soir, juste parce qu'en fait, il n'y avait pas besoin. On était 3 dans la boîte. C'est moi qui décidais tout seul. Il y avait ce truc de, OK, en fait, je décide. En fait, le soir, c'est en ligne. On teste, on voit ce que ça donne. On apprend au fil de l'eau. Quand tu es 30 dans une boîte, tu peux plus faire ça tout seul en mode pas de problème, j'y vais tout seul. Donc, le truc que je voulais, c'était me créer une petite bulle à moi, un vrai projet avec ma pomme, tout seul, de pouvoir créer le truc et gérer le truc de A à Z sans que personne vienne m'emmerder. Et en fait, je m'étais dit aussi, ça peut être cool de faire un truc pour moi, pour le coup, et donc de faire parler des pairs, parce que c'était une grosse question à l'époque pour moi, quoi. C'est très intéressant ce que tu partages, parce qu'en effet, c'est un vrai témoignage de beaucoup de dirigeants qui, effectivement, parfois sont des experts de leur métier, mais aussi des experts qui adorent leur métier, tu vois. C'est-à-dire, toi, c'est une forme de journalisme, de création de médias. Enfin, c'est ça que tu aimes faire. À un moment donné, la première fois on s'est rencontrés, tu m'as dit, moi, j'ai une journaliste qui était partie interviewer, c'était Pharrell Williams, ou je sais plus qui c'était. Tu m'as The dit, Rock. The Rock, ah oui, The Rock. Alors, je sais pas ce que The Rock faisait sur Mademoiselle, mais c'est rigolo. C'est toi d'ailleurs, un peu plus costaud, c'est The Rock. Hein, beaucoup plus costaud. Manque juste quelques muscles. Et tu m'avais dit, mais moi je t'ai dit, mais merde, c'est moi qui avais envie d'interviewer The Rock, sauf que ma place, c'était pas ça. C'est de manager. Il y en a plein des patrons qui se retrouvent dans cette situation. C'est ça. Moi, mon truc, ma bulle d'air, c'était d'interviewer les gens. Et donc, pendant très longtemps, j'interviewais tous les artistes. J'adorais ça. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, OK, je vais commencer aussi à former les équipes, à interviewer. Et très vite, en fait, je me suis rendu compte que non seulement je les avais trop bien formées parce qu'elles se démerdaient super bien en interview, il ou elle, mais en plus, en fait, désormais, elles avaient les contacts directs avec les attachés de presse. Et donc, en fait, elles passaient en direct. Et donc, moi, je me retrouvais un après-midi à dire, moi, j'ai interviewé The Rock. J'étais, ah ouais, donc tu pars interviewer The Rock. J'adorerais interviewer The Rock. Pourquoi tu pars interviewer The Rock? Ah ouais, parce que je t'ai formé. Et donc, forcément, je me retrouve, moi, le bec dans l'eau, à être obligé de rester là, à la tête de la boîte. Certes, c'est ma boîte. Mais en fait, j'avais plus du tout de plaisir, quoi. Ah, c'est fou. C'est hyper important de dire ça. Et je reviens quand même à l'origine, avant qu'on parle aussi de ta relation à l'argent là-dessus, parce que c'était intéressant. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie de créer un média sur le justement féminin? Ce qui fait qu'à la fin, tu t'es retrouvé peut-être dans une forme de contradiction, en effet. Mais ça t'est venu d'où, cette idée? Écoute, moi, je crois que depuis que je suis tout petit, mais ça, je m'en suis rendu compte là maintenant, avec la thérapie, en vieillissant, tu vois. Depuis que je suis tout petit, j'ai du mal avec tout ce qui touche au masculin, tu vois, d'une manière générale. En fait, moi, mes meilleures copines, mes meilleurs copains, justement,
en primaire, c'était des filles. Et en fait, je supportais pas d'aller jouer avec les mecs. On se tapait la gueule. En fait, c'était quoi l'intérêt de se taper la gueule, de jouer au foot? Je détestais le foot. Moi, j'étais joué au basket. Mais en fait, il n'y avait pas de panneau de basket. Tu joues au foot, j'ai pas envie de jouer au foot, moi. Donc, qu'est-ce que je faisais? En fait, je jouais à l'élastique avec les copines, tu vois, je sais pas, au CP, tu vois, CE1. Et en fait, j'ai toujours eu du mal avec les mecs, tu vois, d'une manière générale. Je me suis fait harceler au collège après, tu vois, donc ça a été et par mes copains, par ma bande de potes. Donc toute la violence masculine, j'arrivais pas trop à la gérer. Et je crois que quand j'ai découvert Internet, tu vois, à l'époque, je venais de rencontrer ma copine qui allait devenir ma femme. Elle lisait Jeune et Jolie, tu vois. Donc en fait, on lisait ensemble, enfin, on faisait ensemble les tests de Jeune et Jolie à l'époque, tu vois. Alors, Jeune et Jolie, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est un vieux magazine féminin, tu vois, pour les ados. Et, en fait, tu vois, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à faire des études dans la communication. Il y avait 3/4 de meufs tu vois, dans la fac, dans la promo à l'époque. Forcément, je suis plutôt allé vers les nanas parce qu'en fait, j'avais des atomes crochus avec elles. Et c'était pas, tu vois, c'est marrant parce que on m'a souvent dit, en fait, les mecs qui ont plutôt tendance à draguer les meufs, ils voyaient ça comme une opportunité de draguer des meufs. Mais moi, j'en avais rien à foutre, quoi. Tu vois, j'étais pas là-dedans. Non, c'était plutôt une forme de douceur qui me plaisait, une forme de je sais pas, d'intelligence, sans vouloir dire que les mecs sont idiots, mais en fait, en tout cas, tout ce que les mecs, tout l'aspect très franchouillard des mecs entre eux, à venir se vanner, à venir en permanence se comparer la bite, tu vois, à venir se dire ah bah non, moi je suis plus fort que toi et regarde mes gros muscles, machin, je suis là. En fait, ça m'intéresse pas de jouer à ça, quoi, tu vois, donc juste c'est pas intéressant. Moi, je préfère aller traîner avec des meufs avec qui il y a possibilité de pouvoir avoir des échanges plus profonds. C'est un peu caricatural, c'est un peu cliché, mais en même temps, ça a été un peu mon expérience, quoi, tu vois, mon vécu. J'ai renoué ça avec des amis, avec des mecs, pour le coup, à travers mon équipe de basket, à travers du sport. Mais c'est pareil, en fait, il y avait toujours un truc où, certes, on se retrouvait dans le sport, on se retrouvait autour d'un échange, autour d'une équipe, etc. Mais les conversations profondes, c'était difficile d'en avoir, quoi. Il y avait toujours une forme de protection, quoi, tu vois, de masque. Et en fait, quand je suis rentré dans ma fac, c'est là où j'ai eu cette opportunité de pouvoir bosser pour Pinky. On avait un travail de groupe à faire. En fait, j'étais avec 3 meufs, j'étais le seul mec. Elles m'ont dit tiens, il y a une annonce là. On avait un travail je sais pas, de groupe à rendre. On est allé travailler pour Pinky. En fait, de fil en aiguille, moi j'adore Internet. Ils m'ont dit mais viens, nous on cherche quelqu'un pour faire notre site Internet. Je suis rentré chez Pinky et là, je suis vraiment plongé à fond dans l'univers féminin et de me rendre compte aussi à quel point il y avait des centres d'intérêt beaucoup plus larges que pour les mecs, où en gros, les mecs, ce qui les intéressait, c'était le sport, les jeux vidéo, les meufs à poil, et peut-être j'en oublie, peut-être... non, j'allais dire... et puis d'avoir des gros muscles, tu vois. Ouais, c'est ça. Encore une fois, peut-être que je caricature, mais en attendant... Pour avoir les meufs à poil. Si tu regardes les magazines masculins, à l'époque, c'était beaucoup ça, quoi, tu vois. Et en tout cas, si tu regardes aujourd'hui les magazines spécialisés qui existent, c'est souvent ça. Et moi, j'aimais bien jouer aux jeux vidéo, j'aimais bien le sport, mais j'aimais bien le basket. Et après, les meufs à poil, ok, oui, peut-être ça me fait bander, mais en attendant, c'est quoi l'intérêt, quoi. Alors que du côté féminin, je voyais une vraie diversité de... Tu vois, il y avait la possibilité de pouvoir parler de cinéma, de musique, de littérature, de pouvoir parler de mode, de beauté. Alors, c'était des sujets qui m'intéressaient un peu moins, mais en même temps, chez Pimki, j'avais appris aussi la mode, donc c'était intéressant aussi de voir ce qui se jouait derrière l'aspect un peu futile qu'on voit, tu vois, derrière l'aspect superficiel et qui coulole. En fait, s'habiller et de montrer qui on est en s'habillant, ça revêt plein de choses, quoi, tu vois. Et donc, c'est comme ça que je suis rentré dans l'univers féminin à travers Pimki. Et après, très vite, en fait, je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de monter ma boîte, j'ai envie de monter un média qui est dédié aux femmes, quoi. Ah ouais, je comprends, d'accord, je comprends le lien, je comprends mieux. Alors, moi, ce qui me vient quand même tout de suite, c'est... et ce qui est assez frappant dans ton parcours, c'est le fait que j'ai l'impression que tu t'autorises à aller au-delà du regard des autres. C'est-à-dire que, effectivement, à l'époque, quand tu es un mec dans la cour de récré, et tu vas bosser même chez Pinky, qui, on l'a dit, d'abord est une marque de fringues. Mes potes je pense que tes potes ont dû te vanner, vénère. Mes potes, pareil quand tu fais ça à Mademoiselle. Pareil, j'imagine, quand tu as lancé l'histoire de Daron. Donc, déjà, effectivement, qu'est-ce que tu as reçu qu'est-ce que tu as dû affronter comme un peu moquerie quand tu décides vraiment de faire quelque chose qui te plaît? Et comment tu as trouvé cette force intérieure pour... C'est une bonne question. En fait...
je crois juste que moi, j'avais envie de faire ce que j'avais envie de faire et le regard de l'autre, je m'en suis jamais préoccupé des masses, en fait. Certes, ça me blessait, mais d'un autre côté, il y avait un peu ce truc de, bah, en fait, moi, c'est ça qui m'intéresse, donc fuck you, quoi. Et en fait, mes potes à l'époque, tu vois, quand j'ai commencé à aller bosser chez Pimki, c'est sûr qu'ils me vannaient, ils comprenaient pas. Et ils avaient un peu ce truc de, ok, mais alors, mais pourquoi? Et moi, il y avait un truc de, en fait, moi, ça m'intéresse. Aujourd'hui, j'ai compris, c'est-à-dire que globalement, comment on fait en tant que mec pour faire en sorte de se sentir meilleur que les meufs? On infériorise tout ce qui est féminin. Donc forcément, en fait, moi, ça leur faisait bizarre. Ok, donc t'es un mec, donc forcément... Et tu vois, il y a plein de gens qui... Donc moi, je me faisais appeler Fab sur Mademoiselle. Il y a plein de gens qui pensaient que c'était Fabienne. Parce que c'était... Bah ouais, mais en fait, je me faisais appeler Fabienne très régulièrement. Et parce qu'en fait, il y a plein de gens qui se disaient, ok, c'est pas normal que ce mec s'intéresse à l'univers des meufs. Ou alors, ils pensaient que j'étais homo. Parce que, ok, c'est pas normal qu'un mec hétéro s'intéresse à l'univers des meufs sans vouloir toutes les draguer, quoi, tu vois. Bah écoute, non, enfin moi, en fait, globalement, ça m'a toujours... J'avoue, je m'en foutais un peu, quoi. Et tu vois, après, je me suis fait harceler au collège. En fait, mais je me faisais emmerder par tous les mecs tout le temps, en fait. Mais pour moi, c'était ça, en fait. Les mecs, c'est juste casse-couilles, quoi. Et je te parlais tout à l'heure d'histoire de mecs et donc du Boys Club. Ça a été pour moi un vrai chemin, en fait, en quittant Mademoiselle, de venir me réconcilier avec les hommes. Et j'ai trouvé, l'un des trucs que j'ai trouvé et qui m'a fait un bien fou, c'est non seulement de faire histoire de mecs tout seul, donc d'avoir des mecs en tête à tête, d'avoir des relations profondes, enfin, d'avoir des discussions profondes avec eux, mais c'est aussi, je suis rentré dans un cercle d'hommes, qui est un cercle de parole, un cercle d'écoute en fait. Je fais ça depuis 3 ans. Là, je suis triste parce que je déménage dans le sud-ouest, donc je les quitte. Ça a été franchement, il n'y a pas grand-chose qui me rend triste de quitter à Paris, tu vois. Aujourd'hui, j'ai plutôt fait le tour, mais alors ça me fout les boules, quoi. Ça me fout les boules de quitter mon groupe de mecs. On se connaît très peu, on se voit une fois par mois depuis 3 ans. On se voit pas du tout en dehors, tu vois. C'est pas des soirées qu'on fait en mode on va aller regarder du foot ensemble. Non, non, juste on se retrouve dans ce cercle et on s'écoute parler pendant 2 heures. C'est un peu comme les alcooliques anonymes, mais sans l'alcool. Sans l'alcool et avec oui c'est ça, sans l'alcool effectivement, et avec toutes sortes de sujets, quoi, tu vois, qui viennent par rapport à ce qui se passe pour eux sur le moment. C'est marrant parce que j'ai rencontré Mathieu en fait il y a pas très longtemps. Mathieu Thomé, donc. Voilà, exactement, qu'on salue, qui fait ça maintenant, c'est son métier, donc on peut même encourager les gens, si ça les intéresse, à lui discuter avec lui, à voir ce que ça peut faire de participer à un cercle d'hommes. En fait, moi, je l'ai fait à l'occasion d'un stage de couple, parce que je fais Imago avec ma conjointe, Alexandra, très bien. qui est vraiment un truc formidable, qui travaille sur la relation, et l'idée qu'il ne faut pas essayer de résoudre les conflits, mais plutôt de les dissoudre par la qualité du lien. Donc, c'est des dialogues avec son couple qui permettent de se mettre en vulnérabilité, de s'écouter. Donc, c'est incroyable. Et donc, ils font ça avec Emma aussi, qui est notre thérapeute Imago, sa femme. Et en fait, il nous a, à l'occasion de leur stage, ils ont fait une petite particularité, c'est que Emma a animé un cercle de femmes. Génial. Et Mathieu a animé un cercle d'hommes. Donc, on a fait ce truc-là. Donc, j'avoue que moi, j'étais un peu surpris. Alors, je ne m'attendais pas à ça, parce que moi, j'étais venu quand même plutôt pour travailler, et puis pour parler, pour échanger avec ma partenaire. Donc, au début, j'avoue que j'étais un peu réticent, parce que je me suis dit, bon, fuck... un peu la flemme, quoi. Et même si pour le coup je suis beaucoup plus à l'aise avec ma vulnérabilité, mes émotions depuis que je fais une thérapie, depuis que j'ai bossé sur moi depuis mais vis-à-vis des autres hommes, c'est difficile, pas évident. Et puis surtout les autres qui du coup n'étaient pas à ce stade. Alors eux vraiment c'était je sentais que pour eux c'était bizarre, quoi. Donc c'est quoi le principal intérêt de ces cercles d'hommes? Alors je sais pas si tu sais, mais le cercle que j'ai intégré a été créé par Mathieu. C'est Mathieu qui m'a dit qu'il te connaissait très bien. Donc là, je viens de faire le lien à l'instant, en fait. Voilà, donc Mathieu Thomé qui a monté une boîte qui s'occupe aussi de former les gens à animer des cercles de parole. Donc moi, je me suis formé aussi à animer des cercles de parole. Bah, là, tu vois, l'un de mes objectifs, c'est d'aller créer un cercle de parole au Pays Basque, là, tu vois où je vais. Avec d'autres mecs, parce que je trouve ça trop important. Mais je me souviens plus de ta question. Mais qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça t'a apporté de plus fort, et qu'est-ce que ça apporte en fait de manière générale? Bah, en fait, moi, ça m'a. Donc, en gros, je suis pas loin d'être le plus jeune, tu vois, dans ce cercle. Ah ouais. Ouais. À 47 ans, c'est ça, toi? Ok. Donc, il y a un gars qui a 35. Et un autre qui doit avoir 36 autour, mais sinon ils sont tous plus vieux que moi. Donc déjà d'avoir
d'entendre des mecs de 50 balais venir foutre leur trip sur la table et de venir. Mais alors, quand je te dis leur trip, c'est leur trip, hein, c'est-à-dire que ça rigole pas, hein, c'est à poil et sans filet pour le coup. Mais c'est quoi les types de sans mentionner évidemment parce qu'il y a de la confidentialité, mais c'est quoi les types de sujets dont tu peux parler? Ah mais de tout en fait, on parlait, tu vois, de notre relation, à notre couple, de notre relation à nous-mêmes, de notre relation à nos parents, de notre relation à la mort, de notre relation à l'amour, de notre relation aux femmes, de notre relation à nos familles, à nos frères, à nos sœurs. On a eu un sujet, on a eu tout un thème sur l'argent justement, qui était trop intéressant pour venir discuter de tout ça. On a eu, on a fait un cercle, de gratitude qui était incroyable, où en fait on se regarde les yeux dans les yeux pendant 3 minutes avec des. Enfin, franchement, moi, ça m'a fumé, ça m'a fumé. Euh, et tu vois, souvent, quand je venais dire à des gens autour de moi, ou en tout cas des gens que je connaissais pas trop, que j'étais dans un cercle d'hommes, tout de suite, ils projetaient Ok, toi, tu es dans un sac de mascu, quoi. Parce que bien sûr, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que. Ah oui, mascu, donc masculiniste, masculiniste, c'est-à-dire voilà. comment il s'appelle Andrew Tate. Andrew Tate, Tu vois, voilà. qui a Qui te tendance. ressemble un peu lui aussi. Hein, Putain, merci, Putain, ça fuck. fait plaisir. Je préfère The Rock, qui est quand même vachement plus cool. Qui est plus sympa, ouais. Mais donc, ouais, Andrew Tate, qui est le fer de lance effectivement, d'une forme de mouvement anti-féminin, en fait, anti-féministe, de haine des femmes, qui passe son temps à venir dire qu'en fait, en gros, les femmes, elles sont bonnes à rester à la cuisine, et qu'en fait, il faudrait revenir au siècle dernier. C'était vachement mieux quand on avait chacun nos rôles bien définis, etc. Ce qui, par certains aspects, peut être intéressant aussi à venir questionner, tu vois, mais à venir questionner dans la douceur plutôt que dans la violence. Et Andrew Tate, qui, si vous le connaissez pas, est vraiment une énorme saloperie, puisque il a été, alors j'ai plus tous les trucs en tête exactement, mais il s'est fait condamner pour trafic. Trafic d'êtres humains en Roumanie. Ouais, en Roumanie. Donald Trump, si j'ai bien compris, l'a extradé. Incroyable, merci la Mec Connection, quoi, tu vois, pour le coup. Mais donc, ouais, on a tout de suite cette idée de ok, en fait, si vous vous rassemblez entre hommes, c'est pour cultiver la haine, cultiver votre colère, cultiver tous les aspects de la toxicité d'une forme de masculinité, alors que non, pas du tout. En fait, on se retrouvait vraiment pour discuter entre nous et pour nous entendre, et pour nous entendre aussi parfois venir parler de nos difficultés dans le couple. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va venir blâmer nos femmes, nos compagnes, etc., mais de venir parler de nous, parce qu'en fait, tout le truc de ce cercle de parole, c'est de venir parler de soi, de venir parler en son jeu. Et donc, si on ne vient pas parler en son jeu, le groupe va venir dire, en fait, non, s'il te plaît, parle de toi, parle en ton jeu, quoi. Et de venir parler de tes émotions. Voilà. Oui, alors ce à quoi tu fais référence, qui est un sujet que j'ai moi fréquemment avec mes invités, hein, que je pense que tu as aussi, hein, parce que je me souviens très bien, Oui. on en avait discuté, c'est le fait que les gens, surtout derrière un micro particulièrement, mais dans la vie en général, vont parler, ils vont dire on. Ou tu quand tu parles d'eux-mêmes en fait, alors qu'il faut dire et moi c'est vraiment l'épisode précédent, je l'ai fait remarquer à Cyril qui est d'ailleurs un super invité du temple de boxe, tu vois. Okay. Et qui d'ailleurs lui est très féministe aussi, qui a fait un club de boxe chic et mixte. C'est un super épisode que je vous invite à écouter. Mais lui il me dit j'ai beaucoup de mal en fait à dire parce que il a l'impression qu'il manque d'empathie quand il le fait. Donc, tu vois, il y a aussi plein de choses aussi qui se jouent là-dedans. Mais en effet, c'est la première des responsabilités que d'arriver à. Oui, c'est une façon comme une autre d'éloigner. Se cacher aussi. Voilà, j'allais dire d'éloigner les émotions qui nous appartiennent de nous, quoi. On ne peut pas parler de soi. Ok, donc en tout cas. Cyril, comment? Durand. Ok, d'accord. Cyril, ouais. Okay. Et donc en tout cas, ok. Donc ce sujet de masculinité. Tu l'as abordé à un moment donné où tu voulais te réconcilier. En fait, c'est ça que tu t'es dit. C'est que j'ai fait le tour de. En tout cas, j'ai apporté ma pierre à l'édifice à la féminité, au féminisme grâce à Mademoiselle. Moi, j'ai toujours eu des problèmes. En tout cas, j'ai toujours trouvé ça assez douloureux, la confrontation avec les mecs depuis ton enfance, en fait. Et donc là, tu te dis, je vais réconcilier en faisant ça, quoi. Ouais, il y a aussi, tu vois, avec le recul, ça, je me rends compte aujourd'hui, c'est qu'il y avait une vraie posture de en fait, moi, je suis mieux que tous les autres. Donc une vraie posture égotique derrière. Je me foutais au-dessus de la mêlée, quoi. C'était vachement mieux d'être qui j'étais plutôt que d'être juste un mec, quoi. Donc c'était aussi une façon de m'éloigner de fondamentalement qui j'étais en tant qu'homme, tu vois, en tant qu'humain, certes, mais aussi en tant qu'homme. C'est-à-dire de faire la paix avec mon
mon côté masculin, quoi, tu vois. Et encore une fois, de venir aussi faire la paix, parce que j'y projetais beaucoup de choses négatives, comme pendant des années, sur Mademoiselle, on faisait du féminisme, et en fait, on recevait des témoignages quasiment tous les jours de jeunes femmes qui venaient nous raconter leurs histoires. En fait, à chaque fois, la plupart du temps, l'immense majorité du temps, les agresseurs, c'était des hommes. Donc, il y avait aussi, tu vois, une forme de dissociation chez moi, dont je me suis rendu compte encore une fois après l'avoir quitté, de me rendre compte qu'en fait, c'était terrible pour moi de voir en fait qu'en permanence, les exemples que j'avais sous les yeux, en tout cas dans les récits qu'on avait, c'était les hommes qui étaient des salopards, quoi. Et donc, il y avait aussi une partie de moi qui me disait, bah, en fait, plus je m'éloigne de cet aspect de ma personnalité qui est aussi, bah, je suis un homme, mieux c'est, quoi. Mais aussi une partie qui était, en fait, moi, je suis mieux que les autres, quoi, tu vois. Donc, ça a été... Moi, je suis un meilleur mec parce que je suis à l'écoute, parce que je suis pas un salaud, Non, parce mais que je suis bien pas sûr. Oh un là là. bourrin, voilà. ok. Ouais. Tellement. Et bien sûr, c'est complètement égotique. Et en fait, ça m'empêchait aussi de me reconnecter directement, bah ouais, parfois au fait que parfois, en fait, je peux avoir des vrais aspects de bourrin. Et que parfois, en fait, j'ai pas envie d'écouter. Et que parfois, je peux aussi avoir envie de juste... j'allais dire pas être violent, mais juste me montrer en colère, de parfois juste penser qu'à ma gueule. Et c'est OK, en fait, tu vois. Plutôt que de vouloir à tout prix repousser ça, de faire la paix avec ça, et de faire la paix, en fait, et de me dire, en fait, je peux être à la fois un mec bien, un mec bien par plein d'aspects, et en même temps, parfois, être un mec pas bien. Et c'est cool. Qu'est-ce que ça t'a le plus appris, cette aventure d'histoire de daron qui continue encore aujourd'hui, hein, Ouais. mais qu'est-ce que ça t'a le plus appris, tu penses? Bah déjà, pour moi, créer ce podcast à l'époque, c'était une forme d'autothérapie, quoi, parce que j'étais complètement perdu dans ma place de père. Qu'est-ce que ça voulait dire pour moi être un père? Moi, ce que j'ai vu pendant toutes mes années, bah, je te disais, mon père, il a 75 ans. Moi, j'ai été élevé par une famille à l'ancienne. Ma mère, elle était femme au foyer. Elle s'est arrêtée de travailler quand elle m'a eu. J'étais l'aîné. Et après, elle a été à notre service, en fait, pendant toute sa vie. Et mon père, lui, il arrivait et il foutait les pieds sous la table. En gros, ma mère faisait tout à la maison et mon père en faisait pas grand-chose. Et, en fait, venant de là, c'est quoi, l'homme que j'ai envie d'être? Alors ça, c'était assez clair, c'était moi j'ai envie d'être un mec bien, tu vois, en tout cas à l'époque. Et en fait, c'est quoi le père que j'ai envie d'être? C'est quoi le père que j'ai envie d'être? Et notamment dans le lien que j'avais créé à ma femme, dans la relation que j'avais avec la mère de mes filles, qui, spoiler, ça je m'en suis rendu compte aussi après en thérapie, finalement j'avais pas mal épousé ma mère. Voilà. Et donc c'était compliqué. C'était compliqué. Et je crois que l'un des trucs vers lequel je me suis tourné, c'était tout simplement aller parler avec d'autres mecs. Aller parler avec d'autres mecs de ce sujet dont on ne parle pas, en fait. Ou alors dont on parle de façon très en surface, qui est, OK, ça fait quoi pour toi d'être un mec? Ça fait quoi pour toi, pardon, d'être un père? Tu as combien d'enfants aujourd'hui? J'ai 2 filles. Tu as 2 filles. En plus, j'ai 2 filles, tu vois. Donc, vraiment, je me suis foutu 2 meufs en plus. Toi, c'était ta destinée. Hein. C'est que des filles. J'ai 2 filles qui vont avoir cet été 19 et 17. Donc, qui sont grandes aujourd'hui. Mais ouais, tu vois, et je me retrouvais, moi, à la maison, le seul mec avec 3 meufs. Et c'était bizarre aussi, tu vois, à voir comment ça se jouait. Parce que très souvent, c'est marrant parce que je me suis rendu compte il y a peu de temps que je m'étais fait un album photo où, en fait, je les prenais en photo quand elles étaient toutes les 3, que moi j'étais tout seul. Et j'ai tout un album comme ça où en fait elles sont devant moi, elles sont toutes les 3, tu vois. Toi, t'es jamais là, quoi. Bah, je suis là parce que je suis là, mais je suis derrière. Ou alors je suis à côté, enfin, tu vois. Et en fait, elles sont ensemble et moi je suis un peu à côté. Et donc ouais, ça a été pour moi vraiment difficile de trouver ma place de père et de trouver ma place de père par rapport à ces jeunes filles. Ouais, j'ai créé ce podcast parce qu'en fait je me disais mais il n'y a pas de mec qui parle vraiment de ce que c'est que d'être un père aussi, quoi. Et ça a été, je crois, une vraie... Pour moi, c'était une vraie aide. Et en fait, c'est un podcast que j'aurais bien aimé écouter quand moi-même j'étais jeune parent, quoi, tu vois. Encore plus jeune parent, voire même avant de faire des enfants, quoi. Et non, mais moi, je l'ai écouté moi-même, tu vois, avant de devenir père, pour la première fois. Hein. Les histoires m'ont bouleversé. Alors moi, vous écouterez mon podcast, je vais pas le refaire, mais moi, j'avais un vrai problème avec la colère à cause de la relation avec mon père qui était assez violente. Et du coup, le fait d'écouter des témoignages sur la question, ça m'a apaisé énormément. Ça m'a
ouais, je me suis dit, putain, je suis pas seul au monde, Bah, c'est ça. il y a des solutions, il faudrait. Enfin voilà, bref, donc c'est d'utilité publique ton podcast, hein, franchement. Merci. Bravo. Et ça a pris tout de suite, parce que c'est marrant, du coup, c'est un sujet où on pourrait se dire, comme tous les sujets un peu controversés ou un peu. Enfin, pas abordés parce que c'est gênant, tu vois, entre guillemets, tu vois, ça a pris tout de suite sur le plan de la performance du podcast. Mais en fait, c'est gênant dans quel sens? Non, mais dans le sens où c'est pas étonnant que personne ne l'ait jamais fait. C'est-à-dire que aucun mec n'ose pas, aucun mec ne parle, pas aucun mec, mais peu de mecs parlent entre eux spontanément de parentalité, Ouais. tu vois. Donc en effet, c'est que c'est un peu gênant, tu Mais vois, tu pour vois, les mecs. Ce dont je me suis rendu compte, c'est que, en fait, ok, les mecs n'osent pas parler, mais que dès que tu leur ouvres la porte sur, en fait, il y a moyen de venir parler de qui tu es profondément, en fait, ils s'engouffrent dedans. Typiquement, j'ai fait quelques cercles en dehors de mon cercle d'hommes, c'est-à-dire que j'ai créé quelques cercles avec des hommes que j'avais quasiment jamais vus de ma vie, quoi, tu vois. Et en fait, ce que Mathieu, donc Thomé, nous apprend, c'est n'hésitez pas à parler en premier, parce qu'en fait, vous allez donner le ton. Et donc, si toi, en tant que mec, tu viens et qu'en fait, tu ouvres la porte à la vulnérabilité et aux émotions, d'un coup d'un seul, tous les autres mecs ont le signal de ah ok, c'est bon, on peut en parler, quoi. Donc, et ils s'engouffrent dedans. Et en fait, les mecs n'attendent que ça. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je partage pas mal de trucs, sans pour autant faire des monologues, tu vois. Mais en fait, quand le bon moment est arrivé et quand je trouve que c'est adéquat, je viens parler de moi dans le podcast. C'est pas forcément le but, tu vois, c'est pas forcément l'objectif. Mais je Pour crois donner qu'aussi, l'exemple. ça permet aussi de venir dire aux mecs, bah, en fait, moi aussi, je viens parler, moi aussi, je viens vous dire que c'est compliqué. Et en fait, très vite, tu vois, je crois que j'ai eu 2 ou 3 épisodes où j'ai eu des invités à moi, entre guillemets. Donc, je crois que le premier, c'est avec Verino, avec qui que je connaissais déjà à l'époque, avant qu'il perce. Et en fait, à chaque fois qu'on se voyait avec Verino, on parlait de nos enfants, tu vois, on parlait de nos... Et donc, pareil avec Ben Mazué, qui aussi à l'époque était pas très connu, tu vois, mais en fait, à chaque fois qu'on se voyait, on parlait de paternité. Donc, je les ai invités les deux en premier. Et en fait, assez vite, je me suis dit, mais en fait, ça pourrait être un vrai truc où je pourrais faire parler des anonymes, quoi. Et là, en fait, les mails ont commencé à arriver. Et ça fait tout de suite en plus des milliers d'écoutes. Enfin, Bah, en ça a fait, marché très ouais, vite, non. mais l'autre truc qui fait que ça a marché, c'est qu'à l'époque, donc moi, je voulais pas du tout associer le projet à Mademoiselle, tu vois, c'était pas du tout mon objectif. Mon objectif, c'était vraiment de faire mon truc à moi. Et en fait, la rédac chef à l'époque a écouté, et en fait, elle a adoré. Mais tu vois, comme il y a plein de femmes qui écoutent le podcast aujourd'hui, parce qu'en fait, les mecs parlent tellement peu que quand les femmes entendent parler des mecs de façon ouverte et de façon vulnérable, en fait, elles ont envie d'en écouter plus. Donc, typiquement, elle a écouté, je crois, le premier ou le deuxième épisode, et elle a dit non, mais c'est génial ton truc, je vais en faire un article sur Mademoiselle. Donc, en fait, elle en a fait un article sur Mademoiselle, et là, c'est parti. Et en fait, c'est très drôle parce que j'ai plein de jeunes femmes qui m'envoyaient leur père de ce fait-là pour venir peut-être entendre leur daron parler de ce que ça a été pour elle d'être un père, quoi. Ouais. Incroyable. Alors, la vulnérabilité, c'est un sujet sur lequel je veux bien qu'on s'attarde parce que c'est évidemment un grand sujet dans la vie professionnelle, dans la vie tu vois, des managers, des dirigeants particulièrement. Cette espèce de carapace, moi j'appelle ça la carapace du CEO. C'est-à-dire que, tu vois, quand je faisais le club Bootstrap, j'ai reçu aussi beaucoup de... Tu parlais d'artistes là, assez connus. Moi, j'ai eu plein de patrons assez emblématiques de la tech qui étaient très connus. Voilà. Et tout de suite, c'est très vite, en fait, s'installe une ambiance, aussi beaucoup parce que c'est des mecs, de concours de quéquette. Ouais. Tu vois. Alors nous, ils n'ont pas levé de fonds, donc il y a un peu moins ça. Mais ça va être autre part. Ça va être le chiffre d'affaires, la rentabilité, la croissance. Voilà. Donc tout un tas de sujets. Les bidas, voilà. Ouais, j'ai combien d'EBITDA. Un gros EBITDA. Exactement. Donc tu trouves toujours un moyen, en fait. Et du coup, moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'est que je me suis dit, pour qu'il y ait une entraide véritable. Alors, le sujet des bootstrappers, des entrepreneurs bootstrap, c'est qu'ils ne lèvent pas de fonds, donc ils n'ont pas de board, et donc souvent, parfois, ils sont seuls, tu vois. Ils ont du mal à trouver des conseils, ils ont besoin d'être entourés, ils ont besoin de trouver des pairs qui ont des problématiques qui sont les leurs, qui ne sont pas celles de lever des fonds. Parce que lever des fonds, en fait, c'est un métier très particulier. Du coup, tu ne l'as pas fait puisque tu as décidé aussi, toi, d'être bootstrap. Donc j'en ai côtoyé, crois-moi. Mais tu as dû en côtoyer. Tu vois bien le truc, c'est que c'est un métier de pitch, c'est un métier de vente, de ROI, voilà. Mais et puis limite, d'accélération. Ils savent mieux lever des fonds que de faire leur propre que business. D'être gestionnaire. Et c'est pour ça que souvent, quand il n'y a plus de fonds, les boîtes plantent et qu'il y en a un paquet. Beaucoup de 8 ou 9 boîtes sur 10, quand c'est le capital risque, elles finissent par stagner ou par mourir. Donc c'est bien la preuve. Mais je reviens sur le fait que du coup, moi je me suis toujours dit,
il faut que je casse cette carapace du CEO pour qu'ils puissent vraiment s'entraider. Et donc, ça a toujours été le chemin, c'était d'échanger, de les mettre en vulnérabilité pour qu'ils puissent parler de leur rapport à l'argent, de leur rapport au succès, de leur rapport à leurs équipes, voilà, et que ce soit ça qui se passe. Et évidemment, c'est passé des trucs de dingue. Moi, j'ai vu des patrons de boîtes, parfois plusieurs centaines de salariés qui se mettent à pleurer, et puis du coup, en connectant à effectivement leurs enfances, leur vie de couple, plein de choses, quoi. Donc j'ai trouvé ça moi d'une puissance incroyable. Mais c'est vrai que la vulnérabilité, c'est très particulier. Donc déjà, toi, ce que j'aimerais bien que tu me dises, c'est quoi ta définition de la vulnérabilité? En quoi elle se distingue de la faiblesse? Parce qu'il y a beaucoup de patrons qui disent je ne montre pas de doute parce que c'est de la faiblesse, tu vois. C'est quoi la vulnérabilité pour toi et comment est-ce qu'on l'atteint? Waouh. Euh, pour moi, la vulnérabilité, c'est ce moment où tu laisses tomber le masque et que tu es toi-même et que tu es à poil. Et que, en fait, tu n'as aucun souci à être là. Pardon, je tape sur la caméra. Tu n'as aucun souci à écarter les bras et à venir dire ok, maintenant, vous pouvez y aller. Je suis vulnérable et c'est ok. Et d'être prêt à prendre tous les coups. Et d'être prêt à te montrer tel que tu es. Et d'être prêt à te montrer tel que tu es, une fois justement que tu as tombé le masque de non, en fait, je suis CEO et il faut que je montre à quel point je suis costaud et je suis fort et machin. Typiquement, quand mon ami est mort, les membres de l'équipe, elles m'ont vu à poil, quoi. J'étais tel que j'étais, je suis pas venu le lendemain en disant non mais tout va bien, vous inquiétez pas, tout roule, quoi. J'ai été effondré, je me suis effondré. Et en fait, je crois que le fait que je me montre à ce moment-là tel que j'étais, c'est-à-dire juste perdu, et de leur dire en fait là je suis perdu, vous inquiétez pas, je suis toujours là, je suis toujours à bord, mais ça va tanguer un petit peu pour moi, mais en fait pour vous je vais faire en sorte que ça se passe bien. Ça leur a permis aussi de se connecter à un truc qui nous unit tous, c'est notre humanité. Voilà. Et en fait, si j'étais venu faire non mais vous inquiétez pas, tout roule, de faire genre non mais vous inquiétez pas, moi je suis costaud, machin, elle se serait dit non mais c'est qui ce tocard, quoi, tu vois, il vient de perdre son meilleur ami, il vient de perdre, et puis les gens dans la boîte, il y avait des gens qui le connaissaient, tu vois, pas forcément tout le monde, il y avait des gens qui le connaissaient qui étaient elles aussi ou eux aussi complètement bouleversés. Si moi j'étais venu en disant non mais vous inquiétez pas, je gère sans aucun problème, parce que vous savez quoi, moi je suis Fab Flo et qu'en fait je suis costaud, elle se serait dit mais en fait c'est qui ce zozo. Et alors comment l'atteindre? Voilà, Bouton, quel bouton il faut appuyer? Une fois que tu as dit ça. Mais pardon, je t'interromps, mais c'est très juste ton témoignage parce que c'est une bonne réponse à tous les dirigeants qui parfois se disent, ou managers qui se disent en fait, qu'importe ce qui m'arrive dans la vie perso, je la laisse au boulot, je la laisse chez soi. Non, en fait, et la connexion, elle viendra du fait qu'on est authentique, en fait. C'est ça qui compte. Mais ça. je précise quand même parce que moi, j'ai vécu aussi dans une aventure de boîte où, si tu veux, parfois, ça pouvait se confiner avec une forme presque de manipulation. Donc, il faut faire attention quand même à mettre les choses au bon endroit, je pense, quand tu es vulnérable. Ouais. C'est-à-dire exprimer avec sincérité ton ressenti tout en étant clair sur tes intentions, clair sur tes besoins, clair sur ce que tu vas apporter aussi. Et voilà, montrer que tu as l'intention de bouger. Oui, après, voilà. En fait, la vulnérabilité, pour moi, c'est comme un... Tu veux un petit peu d'eau? Oui, je vais. Voilà, comme ça, on est authentique dans le podcast. En fait, pour moi, la vulnérabilité, c'est un outil, mais... Enfin, c'est pas un outil, mais dans le sens où... En fait, c'est comme un... En fait... Si tu te montres vulnérable dans le but de venir manipuler l'autre, tu n'es plus vulnérable. Tu n'es plus en train de venir... tu n'es plus toi-même. Tu es dans un masque de... En fait, je vais faire en sorte de faire plier l'autre à ce que je veux attendre de lui, quoi. Moi, j'ai jamais la sensation d'avoir été là-dedans. J'ai toujours eu la sensation de vouloir le bien des gens avec qui je travaillais, quoi. Ça m'a pas empêché de leur faire du mal, ça m'a pas empêché de prendre des décisions qui leur ont fait du mal, ça m'a pas empêché de prendre des mauvaises décisions qui étaient mal gaulées, mais en attendant, moi, mon intention, elle a toujours été bonne. Et pour moi, comment dire, je crois aussi, tu vois, que chez Mademoiselle, à une période, j'avais un peu ce truc de, en fait, comme je voulais faire en sorte que la boîte
soit un havre de paix pour tout le monde et que soit un endroit cool, sans doute, je suis venu mélanger les choses, quoi, tu vois, et de venir y mettre du perso dans du pro, etc. Mais ça, sur la fin de la boîte, c'était beaucoup moins le cas parce que j'étais plus jeune auparavant. J'ai fait de la merde. Je me rends bien compte à quel point j'ai pas été un bon manager par plein d'aspects. J'ai appris au fil de l'eau, quoi. Mais en tout cas, sur la fin, je trouve qu'il y a un vrai truc où, heu, OK, en fait, je vais pas bien, je suis, un peu au bout du roule, mais en attendant, vous dans le boulot et dans le boulot et dans le pro, vous inquiétez pas, ça va pas changer grand chose. Moi, je vais juste vous montrer tel que je suis aujourd'hui et au moins vous savez où je me trouve et en fait, bah, il y a eu plein de moments où quand je savais pas, je disais: «Bah, là, je sais pas». Et je trouve ça important de venir dire, bah, là, en fait, j'en sais rien, et peut-être on va prendre le temps d'y réfléchir. Peut-être on va monter un groupe de travail pour faire en sorte de répondre à cette question. Mais si vous me demandez à moi de trancher, il y a peut-être des décisions où parfois la meilleure décision à prendre, c'est de pas prendre de décision, et de venir dire: «Non, en fait, moi, comme je suis le patron, j'ai forcément réponse à tout». Je suis pas sûr que ce soit une bonne chose, quoi. Et alors, tu m'as parlé au début au début de cet échange de ton rapport à l'argent et du fait que, donc tu m'as dit chez Mademoiselle, tout c'était ceinture bretelle quoi. En gros, sur les Ouais. coûts, vous faisiez hyper gaffe et cetera. Tu t'es rendu compte après coup que tes relations à l'argent étaient fucked up. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Bah, en gros, moi, quand j'ai quitté la boîte, juillet 2020, je savais pas du tout ce que je voulais faire. Et c'était un peu, mon objectif, c'était en fait, je veux réfléchir à mon futur une fois que j'aurai quitté, quoi. Je pouvais pas y réfléchir pendant que j'y étais. Hem Et donc je me suis pris, un coaching. Je me suis pris une coach qu'on m'avait recommandée. En fait, ce que j'avais pas compris, donc ça, c'était à la rentrée, septembre 2020. Ce que j'avais pas compris, en fait, c'est que c'était une coach qui allait aussi venir me faire travailler ma relation à l'argent. Comme elle me disait: «Moi, j'ai envie de transformer mes clients économiquement». En fait, elle parlait de ça. Je me souviens très bien, en plus elle avait le Covid à l'époque, donc c'était en plein Covid, septembre 2020. Elle avait le Covid, donc on n'était pas en tête à tête, on était en visio, et je crois qu'au bout de 10 minutes, d'entretien, elle me dit: «OK, est-ce que tu pourrais me dire un peu, ce qui se disait sur l'argent dans ta famille?» Et là, je me mets à pleurer. Mais je me mets à pleurer très fort. Je me mets à pleurer de façon tellement forte que je suis là: «C'est très étonnant que ça crée autant d'émotions. Qu'est-ce qui se passe derrière tout ça?» Moi, dans ma tête, comme je te disais, ça faisait 15 ans que j'étais en train de gérer la boîte, que je la gérais au cordeau. La boîte, elle était rentable tous les ans, tous les exercices. Pour moi, dans ma tête, j'étais là: «J'ai aucun problème avec l'argent». Mais en fait, bien sûr que c'est venu, remonter plein de choses dans ma relation à l'argent, dans la relation à mes parents. Et en fait, à la fin du coaching, je me souviens très bien qu'elle me dit, «Bon, heu, il y a sans doute un truc à aller travailler, tu vois, de ton côté sur la relation à l'argent. On en reparlera la fois prochaine et tout». Je raccroche, je me remets à pleurer pendant une demi heure, quoi. Mais vraiment des vraies larmes de sanglots, quoi. C'est là: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Et en fait, bah, ouais, j'ai bien compris qu'il y avait plein de choses en fait que mes parents, mais tout comme les parents, j'imagine, de plein d'auditrices et d'auditeurs, m'avaient refilé en fait, de façon totalement inconsciente, et notamment une peur de manquer, incroyable et de me rendre compte que, en fait, cette peur de manquer, non seulement je l'ai portée, et je l'avais portée toute ma vie, mais en plus je l'avais portée fois 1000 puisque j'étais à la tête d'une boîte, autofinancée, et donc avec, des salariés à payer tous les mois. Certes, je les payais pas bien, mais en fait, j'avais quand même cette responsabilité-là de les payer, hem et en fait, c'était hyper important pour moi de pas, me planter, tu vois? Sur le fait que en fait, je voulais payer tout le monde. J'ai eu des gens qui venaient me raconter que parfois, les patrons, ils payaient le 15 du mois, machin. Enfin, dans ma tête, moi, c'était inimaginable, quoi. Mais c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles c'était hyper serré, quoi. C'était tendu de ouf. Après, l'autre chose dont je me suis rendu compte, c'est que, hem, mon père m'a dit, donc mon père était comptable. Mon père était comptable dans une usine, textile, dans un groupe textile dans le Nord, dans les années 80, 90, où il y avait, enfin c'était la Hesse quoi. C'était vraiment compliqué. C'était vraiment, en fait le secteur était en train de s'effondrer et en gros sa boîte a été rachetée par plein de groupes, hem, des grands groupes, et donc avec des tas et des tas de patrons qui étaient propulsés là, pour faire en sorte de sabrer, les effectifs, de resserrer tous les coûts et cetera. Et moi, mon père qui était dans la boîte depuis 30 piges, heu,
était ulcéré par ça, avec en plus des idées de gauche, tu vois. Mon grand-père, il était communiste, ouvrier communiste, tu vois. Donc, mon père qui n'était pas pour autant communiste, mais juste socialiste à gauche, tu vois, il était là. Putain, les patrons, moi, il m'a dit toute mon adolescence, les patrons, c'est tous des salauds. En fait, ils s'en foutent plein les poches, parce qu'en plus, il avait accès à leur salaire, et ils en branlent pas une. Et moi, quand j'ai monté ma boîte, qu'est-ce que j'ai fait en loyauté à mon père? Je me suis pas payé pendant 7 piges. 7 ans pas payé? Mais comment t'as fait? Ma femme, à l'époque, avait monté son agence immobilière. Elle surfait sur un marché hyper en hausse, tu vois. Et en gros, elle gagnait de l'argent. Elle gagnait beaucoup d'argent. Et moi, tous les ans, j'aurais pu me payer, hein, tu vois. Je crois que, en gros, pendant 2 ans, j'ai eu le chômage. Et en gros, à partir de la 3e année, il y avait moyen que je me paye. Mais en fait, en vrai, ce que je disais, c'est juste au nom du projet, au nom du sacrifice. En fait, il valait mieux faire grandir le projet. Oh la dinguerie. Ouais, il valait mieux faire grandir le projet. Et donc, tous les ans, on avait cette discussion de est-ce que tu veux que je me paye? Parce qu'en plus, je prenais même pas mes responsabilités. Ça m'arrangeait. T'étais le seul actionnaire ou il y avait d'autres personnes? Il y avait Denis qui était co-actionnaire. Ah, mais bien sûr, Ouais. excuse-moi, bien sûr. Ouais, ouais. Ouais. Et c'était la répartition, c'était quoi à peu près? J'avais 2 tiers, il avait 1 tiers. D'accord. Mais donc, tu vois, je me versais pas de salaire. Et en fait, Pas de dividendes je non me payais plus? pas de dividendes. Ou genre, si je me payais des dividendes, c'était 5000 balles, quoi, tu vois, en passant, histoire d'eux, quoi, tu vois. Mais à l'époque, non, on réinvestissait toute la thune dans la boîte, quoi. Lui-même, il avait son petit... D'abord, il était salarié, puis après, il avait son business. Donc, il n'avait pas forcément besoin de beaucoup plus d'argent. Donc, ça nous arrangeait tous les deux. Et lui aussi, en fait, mais ça, je m'en suis rendu compte après sa mort. C'est que lui aussi, il avait peur. Il avait peur de manquer. Donc, on s'appuyait sur nos boutons l'un l'autre, quoi, tu vois. On était très, très bien par rapport à ça. Et je crois que, en plus, ma femme, avec le recul, ça lui donnait une forme de, j'allais dire, une posture, tu vois, de venir ramener tout l'argent. Ça marchait très bien avec tout son aspect sacrificiel. Alors là, c'était pour elle du petit lait, quoi, tu vois, nom, 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 nom. Elle en prenait plein. Et Tu veux dire qu'en gros, elle était heureuse de te nourrir, quoi, quelque part. Enfin, c'était très il y avait un maternel, vrai quoi. truc, oui, au-delà de ça, il y avait un vrai truc sacrificiel chez elle, que je crois... Je travaille pour deux et donc je trime pour deux. Et... Ouais, et puis en fait, Sachant que toi, tu c'est trimais ma aussi, responsabilité, c'est mon truc à moi, machin. Et puis, bah, toi, c'est cool, en fait, tu peux prendre la boîte. Ta boîte, parce elle partageait le fait qu'en fait, la boîte avait aussi un vrai projet sociétal, on va dire. Ta boîte, c'est important de la faire grandir, c'est important de la faire... et puis, tu vois, on avait aussi derrière ce truc de peut-être un jour on la revendra, et en fait, on la revendra et on la revendra cher. Faut la faire grandir, c'est important. Donc, plutôt que de te payer toi, embauche quelqu'un. Et j'ai fait ça pendant 7 ans. Et en fait, au bout de 7 ans, en plus, c'est ça le pire, c'est qu'en fait, au bout de 7 ans, elle est venue me dire, bon, là, ça commence un peu à être dur de tout prendre sur mes épaules. Et moi, j'étais là, ah bon? Ah bah ok, je savais pas. Mais c'est complètement dingue avec le recul. Mais j'en étais là à l'époque. C'est-à-dire que c'était aussi, avec le recul, une bonne façon... Donc effectivement, d'être loyal à mon père par rapport à ce truc de patron, qui sont tous des salauds, qui se payent tout, qui se payent machin. Mais c'était aussi une bonne façon de ne pas me payer plus que mes salariés, parce que ça me permettait aussi de pouvoir justifier inconsciemment tout ça, hein, le fait que je les paye mal. Ah oui, tu leur disais, bah oui, d'accord, mais au moins tu as un salaire. Voilà. Ce qui est effectivement, je trouve, hein, avec le recul, est assez, oui, un peu manipulatoire vis-à-vis des salariés, tu vois. Oui, après, j'obligeais personne à rester dans la boîte. Non, tu vois. bien sûr. Mais il y avait un vrai truc, mais c'était manipulateur dans le sens où c'était manipulateur, mais en vrai, il y avait un vrai truc de... en fait, comme je me paye pas, en fait, personne n'est bien payé dans la boîte, et c'est tant mieux, parce que moi, ça me permet de pouvoir serrer le kiki de tout le monde. Ça permet de pouvoir me dire, en fait, on va pas manquer d'argent. Ça permet de pouvoir faire en sorte que, plutôt que d'en gagner beaucoup, parce qu'en fait, on aurait pu faire ça aussi, mais gagner beaucoup d'argent, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire, à un moment donné, que qu'est-ce que j'allais faire de cet argent? Ça voulait dire qu'en fait, cet argent allait me revenir, que j'allais donc devenir un patron riche, et donc un salaud de patron. Enfin, tu vois, le truc, c'est machiavélique. Mais j'ai compris tout ça bien trop après, tard, beaucoup trop tard. Tu as appris ça après la vente de la boîte? Ah ouais. Mais alors, du coup, faut qu'on parle déjà de la vente de ta boîte, parce que vendre sa boîte, c'est exactement... Alors, est-ce que tu peux dire combien tu as vendu, ou moins une fourchette? Je peux pas. Ah. Alors là, le coach à l'argent qu'il peut pas dire. Ouais, c'est contractuellement. Ah oui, t'es pas le droit. Mais on peut dire tu vois, à peu près c'est entre 500 millions et 1 million d'euros dans ma poche.
Entre 1 et 500 millions, d'accord, dans ta poche. Non, entre 500 000... j'ai dit 500 millions. 500 millions, c'est Incroyable très très chiffre. large quand même. Entre 500 000 et 1 million d'euros dans ma poche. D'accord, oui, bon, d'accord, c'est une fourchette qui nous permet de nous... Oui. D'accord, donc c'est quelque chose qui est significatif, mais qui n'est pas à même non plus de t'empêcher C'est de pas pas te permettre de pas travailler après. Quoi. Life changing. Non. Tu vois. Mais ça te permet d'acheter un bel appart ou d'investir dans un projet sympa, quoi, finalement. Oui. Mais si tu rapportes ça en réalité à 7 ans qui n'ont pas été bossés, en fait, c'est comme si tu t'étais payé normalement Et après, pendant 7 ans. Quoi. pendant les 8 ans qui ont suivi, en fait, je me suis sous-payé. Et quand je me suis fait racheter, en gros, pendant l'audit, les mecs m'ont dit, mais en fait, tu te sous-payes. Ouais. J'étais, bah non, j'ai pas l'impression, moi je me paye, c'est chouette. Ils me disaient, non, par rapport à ton statut, par rapport à ce que les mecs d'une PME, tu vois, de 30 personnes se payent, par rapport au patron, bah tu te sous-payes. J'étais là, bon, je savais pas. Mais ouais, c'est tordu. Et tu vois, j'avais embauché en 2014 une géniale directrice commerciale, franchement. Elle arrivait, elle a fait grandir la boîte à elle toute seule, parce qu'en fait, on a commencé à vendre des OP. Enfin, tu vois, elle connaissait tout le système, alors que jusque-là, j'avais une régie externe et tout. Il y a, je sais pas, 2 ans, je lui ai envoyé un message vocal pour lui dire, en fait, je suis désolé, je t'ai foutu tellement de bâtons dans les roues parce que je voulais pas qu'on vende Mademoiselle trop cher. Ça n'a aucun sens. Mais c'était là où j'étais, quoi. Ah ouais, c'est fou. Par loyauté envers mon père. Ça me fait penser effectivement à... C'est David Laroche, qui a été membre du club d'ailleurs, qui m'avait raconté cette histoire d'un patron de boîte qui plafonnait dès qu'il atteignait le million d'euros de chiffre d'affaires. Il disait, je n'y arrivais pas, et donc il avait pris David pour essayer de comprendre si c'était son management, si c'était ses process, si c'était machin. Et en fait, effectivement, quand ils avaient creusé, il s'est rendu compte que son père lui répétait en permanence, les millionnaires sont des salauds. Et voilà. Et effectivement, il y a tellement de trucs comme ça en plein dedans. Juste une fois que tu les as captés, tu dis on va pas faire l'argent, ça. C'est sale. Ouais. L'argent c'est sale, ouais. L'argent c'est sale. Aujourd'hui, tu dirais que tu es complètement décomplexé par rapport au sujet de l'argent? Oui, en tout cas, vu d'où je viens, c'est pas mal. En fait, j'ai tellement travaillé ce sujet-là depuis 4-5 ans, en commençant par, en fait, juste pendant ce coaching, en fait, d'avoir travaillé sur ce que mes parents venaient projeter sur l'argent et ce qui m'avait redonné, ce qui m'avait refilé dans le sac à dos que j'avais pas voulu, quoi. Et puis après, sur toutes les peurs qui y sont associées, ça m'empêche pas de temps en temps de me faire attraper, de voir que je retombe dans des schémas. Mais par rapport à avant, je le subis plus. C'est-à-dire que je le vois et c'est vachement plus clair pour moi. Et je suis là, ok, non, tu es juste en train de te faire choper par tes vieux trucs. Redescends, tout va bien. Mais c'est anecdotique, quoi. Là où avant, c'était en permanence dans ma tête, quoi. Il y avait tu vois, pour avoir parlé avec plein de gens sur leur relation à l'argent, que ce soit avec des clients ou avec des gens interviewés dans le podcast Histoire d'argent. En fait, quand tu as peur de manquer, et tu vois, comme j'avais peur de manquer moi à ce moment-là, c'était tout le temps, parce qu'en fait l'argent est en permanence dans nos vies, et encore plus si tu es entrepreneur. Donc, et c'était en background, en permanence. Et là où aujourd'hui, je vois que c'est vachement plus détendu et c'est vachement plus libre, quoi. Et c'est quoi, tu dirais, la relation problématique à l'argent la plus commune, notamment chez les entrepreneurs? Pour moi, c'est vraiment la peur de manquer. Et notamment chez tous les gens qui viennent souvent de milieux modestes ou alors qui ont pu manquer à un moment donné, qui se sont émancipés de leur milieu, tu vois, ou alors qui y sont encore et qui restent par loyauté et qui se retrouvent à devoir gérer de l'argent, un peu comme j'ai fait, mais et de se plomber tout seul les fesses, quoi. Ouais, ça m'étonne pas. Et c'est quoi les 2 ou 3 premières questions que tu poses, toi, quand tu fais un coaching à l'argent? Déjà, qu'est-ce qu'on disait de toi qu'est-ce qu'on dit, pardon, pas ce qu'on disait de toi, qu'est-ce qu'on disait de l'argent dans ta famille? C'est quoi les petites phrases qui existaient? C'est quoi les petites phrases qu'il pouvait y avoir? Typiquement, les riches sont des salauds. Ou alors, il peut y avoir un truc autour du manque sur, en fait, cette phrase qui revient souvent, que j'avais jamais entendue, qui est l'argent pousse pas dans les arbres. Qui est, en gros, ça va pas tomber du ciel, quoi. Ça peut, pourquoi pas, après tout. Et
Et donc ça, c'est vraiment hyper important, c'est d'aller réfléchir un petit peu à c'est quoi les petites phrases que tu as récupérées de tes parents et que peut-être tu as entendu dès le plus jeune âge et que tu as transformé en maxime pour toi et en principe pour toi. Et est-ce que vraiment tu es obligé d'y croire, quoi? Le deuxième truc, c'est est-ce que tu as un souvenir d'enfance marquant à l'argent? De voir un petit peu s'il y a à ce moment-là une projection positive ou une projection négative de peur, de manque. Il y a des gens qui ont des trucs de OK, en fait, je me suis fait voler de l'argent quand j'étais petit, ou alors je suis allé chercher une baguette et en fait, la personne m'a pas, le boulangère m'a pas rendu la monnaie, donc je me suis fait engueuler par mes parents. Enfin bref, il y a des trucs complètement fous, mais qui restent cristallisés, tu vois, et qui finissent par créer des cicatrices en fait dans la relation à l'argent, parce qu'à un moment donné, l'argent qui a rien demandé, lui, encore une fois, parce que je te rappelle, c'est un moyen de transaction, finit par représenter un truc de séparation ou de déchirement avec ses parents. Euh, et en fait, une autre question que j'adore poser à mes clients d'une manière générale, c'est en fait, si tu gagnais 200 millions d'euros au loto, qu'est-ce que tu en ferais? Bah, pour l'avoir testé dans des groupes, il faut savoir qu'il y a une personne sur trois à peu près qui dit: «Ah non, mais moi, j'en veux pas. J'en veux pas, c'est trop. D'un coup d'un seul, cet argent-là, ça devient un trop gros poids.» Et oui, tu vois ta tête. Je suis tellement content, moi. Bah ouais, et en même temps, je crois que il faut faire attention à OK, en fait, cet argent-là va régler tous mes problèmes. Ce qui est pas Non, vrai. non, pas dans ce Ouais, sens-là, ouais, ouais. mais juste l'opportunité que ça te présente. En Ouais. fait, moi, ce serait l'excitation de me dire où est-ce que je vais pouvoir faire plein de choses. Je pense qu'aussi, je me dirais, je peux faire plein de choses positives aussi, tu vois. Ouais. Ça veut dire qu'aujourd'hui, mais c'est peut-être une idiotie de penser ça, mais moi, je me dis, ouais, j'aimerais bien donner plus parfois à des Ouais, associations, bien en tout sûr. cas des causes Ouais. un peu plus qui me dépassent, Ouais. ma petite personne, mon truc. Et je le fais pas parce que je me dis, j'ai déjà suffisamment à apporter à ma famille avec deux jeunes enfants, bientôt là, deuxième, et puis je le fais pas, quoi, du coup. Mais je me dirais, avec 200 millions, tu peux faire tout ce que tu veux, tu Mais vois. tu vois, tu pourrais donner 10 balles. Aujourd'hui, Bah, tu vois, il oui, y en oui, a oui, ceux qui te plaît, tu c'est un pourrais, peu ce que je fais, tu pourrais mais donner 5 balles, ouais, 10 balles par mois, tu vois, ouais. et d'avoir déjà cette possibilité de le faire, quoi. Moi, Parce je me que, suis toujours dit qu'en dessous de. Tu vois, moi, j'ai beaucoup travaillé la relation à l'argent sur le plan, comme beaucoup de gens, je pense, et comme beaucoup d'entrepreneurs, sur le plan de la finance personnelle, si tu veux, de mm, la capacité à gérer ton patrimoine, quoi, ouais, tu vois. Et que moi, je me suis toujours mis comme objectif d'avoir au moins 10 000 euros par mois net de revenus du capital. Parce que je dis avec ça. Parce qu'en fait, je trouve que le problème de l'argent, souvent, tu penses que tu me contrediras pas, et surtout chez les entrepreneurs, j'ai remarqué, c'est qu'en fait, c'est jamais assez. Tu vois, il y a un moment donné où il y a plein de boîtes, et plein de gens qui continuent à bosser, 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 et puis ils peuvent avoir gagné 2, 3, 10, 15, 20 millions, et puis c'est jamais assez, en fait. bah oui. Euh, et du coup, je trouve qu'il y a et comme tout le monde sait que de toute façon, l'argent, c'est pas ça qui te rend heureux, en tout cas marginalement à partir d'un Mm. certain montant. Je crois que c'est 70 000 euros par an, tu Ouais, vois. 75 75 000 000 euros. dollars, il y a eu plein Il y a plein d'études là-dessus, ouais, tu vois. d'études. Moi, je me suis toujours dit, bon, ben voilà, mon but, c'est 10 000 euros par mois net du capital. Et à partir de là, en fait, le reste, c'est bonus. Donc, le reste, c'est que pour du Ouais, et fun ou que pour des puis j'ai trucs, envie de te tu dire vois. pourquoi 10 000 euros. Donc c'est intéressant, tu vois, que tu te sois fixé cette barre de 10 000 euros pour toi perso. Et tu vois, ça serait intéressant d'aller réfléchir à pourquoi 10 000 euros, c'est quoi le travail qui t'amène à 10 000 euros, et si demain tu n'as que 5 000, qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu Hmm. considères avoir échoué? Ouais, ouais, bien sûr. Bon, on en reparlera du coup. Il va aller me piquer sur les bons sujets. Ouais, ouais, c'est intéressant, c'est très intéressant. Et donc en tout cas, aujourd'hui, ok, donc c'est la peur du manque qui est, qui est le truc le plus fréquent. Hmm. Mais du coup toi aujourd'hui, tu es podcasteur. Podcasteur, déjà, tu peux gagner ta vie. Je gagne de l'argent. Tu Je fais en gagnes de sorte, l'argent. je fais en sorte de ne pas dire que je gagne ma vie. Pourquoi? Parce que cette expression, elle est terrible. Et c'est Christian Junot qui en parle pas mal, qui dit en fait, à partir du moment où tu dis je gagne ma vie pour dire qu'en fait tu gagnes de l'argent, c'est-à-dire que si tu n'as plus d'argent, tu Meurs. perds ta vie. Donc tu meurs. Et en fait, cette expression est hyper piégeuse. Ah, c'est intéressant. Mm. Donc faire attention déjà aux mots qu'on utilise, tu vois, tout comme les gens qui disent thune, oseille, blé, pour pas dire argent. Bah, déjà, c'est intéressant d'aller questionner pourquoi tu n'oses pas dire argent. Et est-ce que c'est parce que c'est un gros mot pour toi? Parce qu'on a inventé tellement de mots, mais un peu comme le sexe, tu vois. On a inventé plein de mots
parler des organes génitaux, on va dire, pour pas venir les définir, pour pas venir en parler proprement. Qu'est-ce qui fait qu'en fait, on a inventé tellement de mots pour pas venir dire argent? Et donc, moi, j'aime bien dire, et je le répète souvent dans le podcast, en fait, gagner sa vie, non, je suis pas sûr, je gagne de l'argent, ouais. Oui, donc oui, je gagne de l'argent avec mes podcasts. Comment tu te rémunères avec un podcast? Grâce aux sponsors. Ouais. Comme tu disais, aujourd'hui, j'ai suffisamment d'audience. Les podcasts, ils sont présents depuis suffisamment longtemps. Je suis sur une niche qui fonctionne bien, tu vois. Donc, j'ai une C'est marrant parce que toi, pardon, je t'interromps, mais Vas-y. de mémoire, tu as des sponsors comme Indeed Mhm. enfin, je me suis dit, mais quel est le rapport entre histoire de daron, histoire de mec, histoire d'argent et Indeed, tu vois, c'est marrant. Quoi. Je crois que Indeed, c'était dans l'histoire d'argent. Et en gros, j'interviewe des entrepreneurs dans l'histoire d'argent, des entrepreneuses. Et donc, il y a une grosse partie de mon audience qui est aussi intéressée par ce qui se joue du côté des entrepreneurs et entrepreneuses. Donc, euh, en gros, ma régie me vend aussi en tant que podcast business, quoi, tu vois, par certains aspects. Ah, tu as une régie qui vend Oui. qui Oui, te oui. vend tes podcasts, en Oui. fait. D'accord. C'est eux qui prennent un cut, en général 20%, Ouais. et ils te rémunèrent le reste. Quoi. Ouais. D'accord, ok. Et je peux monter mes propres bis tout seul, hein. Enfin, tu Mais vois, en je tout suis cas, pas un- aujourd'hui, tu peux vivre complètement de cette activité. Quoi. Je peux payer mes factures grâce à cette activité. Ouais, ouais. Parce que j'aurai ma vie quoi qu'il arrive. Ah ouais, c'est ça. Mais t'as vu, j'ai pris soin des mots que j'ai utilisés. Hein. Mais non, parce que tu as dit tu peux vivre. Ah oui, merde. Non, je vis quoi qu'il arrive. Oui, Non, je peux payer mes factures et je peux gagne de payer- l'argent. Ça me permet de pouvoir payer mes charges. Oui, mais Ouais. enfin, tu gagnes plus que ça, en théorie, parce que toi, je sais que tu fais quand même plusieurs centaines de milliers d'écoutes Ouais. par mois. Donc, Ouais. le CPM, je crois que ça doit être 100 € par. Un peu moins, mais. Ouais, un peu moins, tu vois. Donc, c'est quand même. Et puis tu vends pas tout en fais des inventaire, calculs, jamais. c'est pas mal. Tu vois. Ça fait plusieurs milliers d'euros par mois de sponsoring, quoi. Ah ouais, grave. Ouais. Ouais. Donc c'est confortable, en fait. Ouais. C'est un message, parce que je pense qu'il y a pas mal de gens, tu vois, pas mal d'entrepreneurs aussi qui. Pas forcément à faire du podcast, mais tu vois, qui veulent passer d'une activité de gestionnaire, ce que tu as fait en toi. Tu étais gestionnaire d'entreprise, frustré d'être passé gestionnaire, parce qu'à la base, tu voulais faire du média. Ouais. Et puis maintenant, tu deviens podcasteur à plein temps et tu fais que ça, en fait. Ouais. Tu vois, et donc, tu peux vivre de ça, tu peux gagner de l'argent grâce à ça. Bah c'est ouais, un bon l'année message, passée, j'ai fait 130 000 euros de chiffre. quoi. Ouais, donc c'est ça, donc c'est pas mal quand même. Ouais. Ok. Enfin, l'année passée, 2023. Et du coup, toi, maintenant, ça te satisfait? Tu te dis 130 000 euros, ça suffit. Les podcasts, ça me suffit. Tu as envie encore de monter une boîte? C'est quoi tes projets pour l'avenir? Non, là, pour l'instant, moi, ça me suffit. Et en fait, je considère que. Et quand je dis ça me suffit, c'est pas. Tu vois, je crois qu'avant, j'aurais dit ça me suffit. J'aurais dit, oh non, faut pas que je dise ça me suffit. Mais en fait, j'y trouve mon compte. C'est-à-dire que j'y trouve mon compte et j'y trouve mon compte pleinement. Tu vois, l'une des raisons pour lesquelles, par exemple, je filme pas les gens, c'est aussi que ça me permet de pouvoir réduire les coûts et qu'il y a aussi un truc derrière très important pour moi d'aller au bon canal, quoi, tu vois, d'aller trouver le bon canal. Et typiquement, tous les aspects de réseaux sociaux aujourd'hui, les vidéos, etc., moi, me saoule un petit peu. Je trouve que les plateformes, d'une manière générale, ont tendance à vouloir enfermer les créateurs. Et pour moi, l'un des avantages du podcast, c'est que c'est une plateforme ouverte. Donc, en gros, n'importe qui peut écouter mon podcast que ce soit en MP3 directement sur son ordinateur, ou alors sur l'appli de leur choix, ou alors directement, tu vois, je sais pas, sur n'importe quelle app qu'ils peuvent choisir, quoi. Et cet aspect de web ouvert, moi, me plaît vachement. Et je trouve qu'il a tendance un peu à se perdre en ce moment. Et donc, tu vois, là, aujourd'hui, je me dis, je préfère mettre de l'énergie sur mes newsletters, tu vois, de pouvoir écrire directement aux gens, que de m'arrêter, d'être obligé de passer tous les 6 mois à changer de stratégie, parce qu'il y a Mark Zuckerberg qui a décidé tu vois, j'ai connu, moi, Facebook à l'époque, en 2017, où ils avaient décidé de concurrencer Facebook, et d'un coup, d'un seul, on avait un reach incroyable sur les vidéos. Je me souviens qu'il y a plein de médias qui avaient créé des tas et des tas d'équipes, tu vois, vidéo, pour faire en sorte, d'un seul, il fallait faire plus que de la vidéo. Et 3 ans plus tard, quand Zuckerberg a dit, bon, bah, finalement, le reach sur les vidéos, on va le couper. Enfin, et encore, je dis 3 ans, je dirais, il faudrait plutôt dire 1 an et demi, 2 ans. Bah, il se retrouvait avec plein de gens, plein de salariés, avec qui il savait plus quoi foutre, quoi. Donc, j'essaie de faire attention à ça aussi, tu vois. J'essaie d'aller chercher, moi, le truc qui m'intéresse le plus. Et de me dire, en fait, potentiellement, je me coupe peut-être de gens qui pourraient être intéressés, tu vois, qui pourraient peut-être découvrir mon travail par Instagram, par TikTok, mais je m'en fous. En fait, en gros, aujourd'hui, les gens qui veulent venir à moi, ils viendront à moi d'une manière ou d'une autre, et ça me convient très bien.
bien. Ça me permet, tu vois, je te dis 150 000 euros. J'espère que l'année prochaine, en tout cas qu'en 2024, j'aurai fait à peu près pareil. Je dois avoir fait à peu près pareil. Et ce que je souhaite faire aussi, c'est de diversifier un peu mes revenus, donc notamment grâce au coaching, tu vois, de réussir à faire l'air de rien, à sortir aussi de cette boucle du revenu publicitaire et du sponsoring, quoi, qui est hyper intéressant par plein d'aspects, mais qui est aussi hyper contraignant par d'autres, et de me dire que c'est cool aussi de pouvoir aller générer moi-même mon propre chiffre d'affaires avec des prestations que j'offre, quoi. Hmm. C'est... Est-ce que, je te pose des questions un peu piquantes, mais est-ce que pour toi, Pique-moi, Mathieu, pique-moi, j'adore je ça. te pique, allez. Est-ce que pour toi, c'était une façon de te cacher le fait d'interviewer, tu vois? Allez, bien sûr, ouais, grave, bien sûr. Et en fait, ça a été une façon de me cacher, de créer Mademoiselle, tu vois? En fait, j'ai pas créé Fab Florent. Moi, j'ai vu, tous les gros youtubeurs, se monter petit à petit, tu vois? J'ai connu Cyprien à l'époque où c'était Monsieur Dream, quoi, tu vois? Il démarrait sur Dailymotion. J'ai dû voir ses 2 premières vidéos, à Monsieur Dream à l'époque qui avait percé. Et c'était aussi une façon pour moi de pas me mettre en avant, c'est sûr et certain. Et l'une des raisons pour lesquelles je sais inconsciemment je fais pas de vidéos aussi, c'est que je suis très à l'aise avec le fait de pas me montrer, quoi. Je le fais parce qu'en fait, j'ai appris à le faire, notamment après avoir vendu Mademoiselle. J'ai appris à me mettre en avant et à vendre entre guillemets «mon nom», parce qu'en fait avant, je vendais pas mon nom, je vendais Mademoiselle. Donc c'était aussi hyper, dur pour moi de me dire: «OK, d'un coup d'un seul, bah, je vends plus Mademoiselle, je vends Fab Florent, quoi». Et ça a pas été simple. Donc oui, bien sûr, déjà faire du podcast, c'est trop intéressant parce qu'il y a pas la vidéo. Donc c'est cool aussi pour moi, au-delà des aspects, juste techniques, tu vois? Mais effectivement, ça m'a permis aussi de pouvoir me «cacher» entre guillemets derrière les gens, que j'interviewais, et de petit à petit prendre aussi ma place, tu vois? Et notamment à travers le coaching aujourd'hui, je sais pertinemment qu'il y a une forme d'affirmation de OK, j'ai une vraie expertise et je suis prêt à le dire et je suis prêt à le montrer. Et tu vois, depuis que je me suis lancé comme coach, mes interviews ont un peu changé dans l'histoire d'argent. C'est-à-dire que je suis plus, alors même si c'est pas du coaching, parce que je veux surtout pas mélanger les genres, je vois bien comment mes interviews sont un peu plus, pas incisives, mais un peu moins enfin, toujours dans l'écoute, mais en tout cas aussi dans un vrai truc de venir déranger la personne et de venir prendre une vraie place dans le C'est podcast. intéressant, c'est intéressant. Tu vois, j'en parlais avec Mathieu Stéphanie, il a un peu le même phénomène sur la finance perso, lui, puisqu'il fait Mm. la martingale. Et il disait à un moment donné, oui, en fait, aujourd'hui, je me sentirais autant légitime que mes invités de parler d'argent. Mm. Il les fait parler, mais il pourrait parler autant parce qu'il a tellement reçu de gens. Et puis, en fait, par ailleurs, lui, c'est un businessman aiguisé, tu Ouais. vois, il y a plein de... Mais il y a un syndrome de l'imposteur toujours, en fait. Hein, moi-même, je le ressens, tu vois, en le faisant. C'est pour ça, hein, je te pose la question, je me la retourne aussi à moi-même. C'est très difficile. C'est une bonne bien. façon de s'auto-poser des questions Bah dans le ouais, mais podcast, bien je suis sûr, bien d'accord sûr. avec toi. C'est une très bonne façon d'avoir un reflet sur soi-même. Écoute, pour terminer cet échange, Fabrice, toi qui as énormément bossé sur toi et qui a vaincu Oula. tout un tas de peurs, C'est pas fini, hein. qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui te fait encore peur aujourd'hui? Oh là, écoute, en fait, c'est intéressant ce sujet de la peur parce que, quand j'ai commencé à travailler sur mes peurs, je me suis dit: «Mais en fait, moi, j'ai pas de peur». Parce que derrière la peur, je mettais de la phobie, tu vois? Je mettais des phobies, je mettais, «Non, mais moi, j'ai pas peur de l'avion, j'ai pas peur, des araignées», puis j'ai pas de peur fondamentalement, j'ai pas l'impression d'avoir des peurs. Et en fait, quand tu creuses un peu le sujet de la peur, tu te rends compte, en tout cas moi je me suis rendu compte que j'avais plein de peurs, que j'avais tendance un peu à foutre sous un été noir, quoi, tu vois? Parce que fondamentalement, c'est pas des peurs qui me pourrissaient la vie au quotidien, quoi. Heu, mais quand en fait, tu vois, typiquement, je me suis rendu compte que, hem, j'avais plein de peurs qui m'empêchaient d'être totalement libre. Donc ça me pourrissait pas la vie au quotidien, mais en fait, ça m'empêchait d'être totalement libre de faire exactement ce que je voulais, au moment où je le voulais, parce que je m'autorisais même pas à me dire: «Tiens, en fait, j'aurais pu faire autrement». Et tu vois, typiquement, je suis avec une jeune femme depuis 1 an là, on est dans une relation vraiment géniale. Et elle a un peu un état d'esprit de pirate, tu vois? Hem et elle, ça la dérange pas, de,
tu vois, en fait, quand la règle, elle est absurde, elle va regarder la règle, elle va dire: Non, ça, c'est absurde, je m'en fous». Et tu vois, j'ai une anecdote à ce sujet qui est vraiment trop marrante. C'est que, bah, moi, je viens d'une famille, je le disais, modeste, où on m'a appris, en fait, que, faut respecter la règle. Tu vois? C'est notre job à nous, et c'est souvent un truc qui existe, tu vois, dans les milieux ouvriers, en fait, la règle, c'est la règle et c'est important de la respecter, quoi. Et moi, j'ai été élevé là-dedans. Et donc, un soir, on était en train de se balader, dans Paris et elle me dit: «Tiens, viens, on va s'asseoir, dans ce parc-là, on va s'asseoir sur un banc, on va prendre le temps». Et je suis là: «Mais le parc, il est fermé». Elle me dit: «Bah, ouais, viens, on saute au-dessus de la barrière, là, on s'en fout, quoi, on va s'installer, quoi». Et je l'ai vu, en plus, elle le fait tout de suite, quoi, tu vois? Je suis là: «Ah putain, merde». Elle est vraiment en train de le faire et je me suis vu me dire: «Ah mais non, mais j'ai pas le droit» et puis alors imagine s'il y a les flics qui viennent, alors après on va se faire, engueuler par les flics, puis c'est pas possible et donc je me suis dit: «Mais tu es quand même un con, quoi». Tu es là, en fait, juste l'idée, c'est de passer une barrière, de pouvoir aller t'installer, dans ce parc au chaud, enfin pas au chaud d'ailleurs, mais juste, sur un banc, d'être assis tranquille plutôt que d'être assis sur un trottoir. Mais viens, vas-y, fais-le. Mais ça a pas été simple pour moi. Ça a pas été simple du tout. Donc et tu vois, c'est marrant parce que quelques semaines plus tard, j'en ai parlé à mes parents et je leur parlais justement, tu vois, c'était une discussion assez profonde où on parlait de mon éducation et tout. Et en fait, je leur dis: «Vous vous rendez pas compte, elle a fait ça et tout, c'est dingue et tout» et puis en fait, mes parents me font: «Bah oui, mais c'est normal, hein, en même temps de pas passer au-dessus du mur, hein, parce que si le parc il est fermé, bah, Tu c'est pris pourquoi? C'est pour une bonne raison». un petit accent ch'ti là. Ah ouais, bah voilà. Et en fait, je me suis dit: «Ah bah ouais, c'est normal en fait. Ouais. Ça, je viens de là, quoi». Hem Mais donc, de quoi j'ai peur aujourd'hui? Mais tu vois, en fait, c'est plein de peurs. J'ai peur de, tu vois, là, typiquement, je vais m'installer dans le sud-ouest. Bah, il y a plein de peurs qui en découlent, tu vois. De me dire, tiens, en fait, ça va être intéressant parce que de ce fait-là, je vais faire un peu moins d'interviews en tête-à-tête, je vais faire un peu plus d'interviews en visio. Bon, bah, en fait, est-ce que je vais réussir à être aussi bon en visio qu'en tête-à-tête? Bah, c'est une peur que j'ai mise à l'épreuve depuis 6 mois, parce que j'ai fait de plus en plus d'interviews en visio. Et alors la réponse? Bah oui, bien sûr qu'en fait, je suis bon. Est-ce que en fait, c'est intéressant de voir ça comme ça parce que est-ce que l'interview serait meilleure si on était en tête-à-tête? Ben, j'en sais foutre rien puisqu'en fait, globalement, on n'y était pas et en fait, une fois que j'ai décidé que c'était comme ça et pas autrement, en fait, la question n'a plus aucun sens, n'a plus aucun intérêt. Moi, tout ce que je vois, c'est qu'à la fin, l'interview qu'on a ensemble, avec les personnes qui sont à l'autre bout du micro, en fait, elle tient la route et elle marche et elle est dans le game. Donc ce que je fais maintenant, c'est juste que je vais réfléchir et ça, c'est un truc que je donne, c'est un conseil que je donne à tous mes clients. OK, si tu as peur, c'est trop intéressant parce que derrière chaque peur se cache un désir. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe avec nos peurs? En fait, nos peurs nous paralysent. Nos peurs, elles nous coûtent la vie en permanence. Elles nous empêchent de faire exactement ce qu'on a envie de faire. Elles nous empêchent d'être totalement libres. Donc finalement, elles nous coûtent la vie. Si tu décides de te focaliser sur la peur, tu vas te décider, tu vas te paralyser en fait. Tu vas te paralyser, tu vas tout simplement t'empêcher de vivre la vie que tu as envie de vivre. En fait, si tu réfléchis au désir qu'il y a derrière la peur, bah, tu vas créer un élan de vie. En fait, tu vas te réinventer une vie. Et il y a à chaque fois, je peux vous le promettre, réfléchissez à typiquement un désir qu'il y a derrière une peur. À une peur, vous allez prendre le désir, vous allez réfléchir au désir, vous allez vous focaliser sur le désir et d'un coup d'un seul, la perspective change totalement. Là, tu vois, typiquement, derrière ma peur de OK, est-ce que mes interviews vont être authentiques ou pas? Mon désir, c'est de pouvoir interviewer de n'importe qui, de n'importe où dans le monde. Et ben en fait, mon désir, il prend le pas sur la peur. Et donc, à un moment donné, je me dis juste, ça, c'est trop intéressant. En fait, d'un coup d'un seul, je peux interviewer le monde entier et de voir à quel point, en fait, je me démerde bien, malgré tout. Et en fait, je vais créer une zone d'expertise que je n'ai pas encore développée encore vraiment aujourd'hui, mais que je vais venir... mais en fait, je vais prendre ma zone d'expertise que j'ai dans l'interview one-to-one, en face à face, et je vais venir la mettre par rapport à la visio, et on va voir ce que ça donne. C'est hyper intéressant. Ah, mais j'adore ce sujet de la peur. Tu vois, ça me fait penser à David Goggins. Tu vois Oui. qui c'est? L'ancien Marines. Oui. Who's gonna carry the boat? J'ai découvert The logs. J'ai découvert David Goggins parce que j'ai vu un mec, un Asiate aux US, là, qui a fait genre 10 millions de vues avec une vidéo où il expliquait que pendant 30 jours, 90 jours, il s'entraînait comme David Goggins. 30 jours, 90 jours, je sais plus. Et 90 jours. Et en fait, il dit, ouais, d'un coup d'un seul, je vais m'entraîner comme David Goggins et je vais devenir genre un warrior. Et il a fait ça, il a fait une vidéo qui a fait plusieurs millions de vues, quoi. Et il est devenu ultra fit, il est devenu marteau, Ah ouais. le mec, il avait jamais couru de sa vie. Le premier truc, il a fait 12 miles le premier jour. Je dis, Ah non, bon mais mec,
Mais Bon, il doit avoir un certain talent parce que non, il a juste failli crever à plusieurs reprises, mais il était en mode obsessionnel. ouais, quoi. mais c'est un malade. Mais après, David Goggins, c'est une histoire incroyable d'un mec qui était obèse chez sa mère, qui pensait que c'était un raté et qui justement a pris sur lui pour réussir à être parmi les 2% ou 3% de Marines qui sont afro-américains. Tu vois, déjà, c'est une histoire de fou. Je suis devenu un C'est un Navy historien. Seals. Navy Seals, tu vois. C'est ça, non Mais lui, il dit, Je sais plus. c'est sur la peur, il dit un truc intéressant. Il dit qu'en fait, c'est les mêmes réactions physiques, la peur et l'excitation. C'est-à-dire, tu as le cœur qui s'accélère, peut-être tu peux avoir les mains un peu moites, tu peux transpirer un peu, tu peux, voilà, tu as les yeux, les pupilles qui s'agrandissent. Donc en fait, c'est les mêmes réactions physiques et c'est une question d'interprétation. Bah voilà. Donc quand tu as peur, tu te dis en fait, je suis excité, c'est une façon complètement différente de vivre la chose. Bah voilà, peur et désir, c'est exactement ça. Ouais, peur et On dit désir. la même chose avec David Goggins, c'est Ouais, incroyable. en fait, tu vois, c'est finalement The Rock, David Goggins. voilà. C'est Appelez-moi facilement- David Goggins. Bon, merci beaucoup pour ce super échange inspirant. Merci Mathieu Fabrice. pour ton invitation. Merci d'avoir écouté cet épisode de À poil et sans filet. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous mettre 5 sur 5 sur la plateforme de votre choix parce que ça nous aide énormément à faire grandir le format. Il est retrouvable sur Deezer, sur Apple, sur Spotify, sur YouTube en vidéo si vous avez envie aussi. Donc n'hésitez pas à partager, à nous mettre 5 sur 5, ça nous aide. Et surtout, à très bientôt pour le prochain épisode.